Bonjour tout le monde. J'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. C'est vrai, on le dira jamais assez. Dites-le avec une bonne pomme, avec du cidre et du jus de pomme. Merci d'être avec nous ce matin pour Les pommes. 2 heures. 2 heures, tu as des pommes et du café. Bienvenue au club, bienvenue à ceux que l'on connaît déjà, bienvenue aux nouveaux, puisqu'il semblerait qu'il y ait de nouvelles têtes. Donc, cette visio qui préfigure tout un cycle de formation spécifique sur l'arboriculture. Donc, on en reparlera, un grand cycle sur l'arbo qui démarrera très prochainement et qui durera autant de temps qu'il faudra. Euh, le cidre, c'est une telle thérapie que ce serait dommage que de s'en passer. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur des plantes qui poussent dans la ripisylve, qui s'appellent le houblon, la vigne. Et aujourd'hui, on passe à la pomme. Donc, ce n'est pas une formation, vous le savez, c'est une journée, une matinée, une petite matinée de sensibilisation, d'approche, d'entrée en matière. Avec la pomme comme exemple et comme modèle qui nous intéresse au plus haut point, sortir de la culture unique, quelle que soit l'agriculture que l'on pratique, la culture unique et tous ses défauts et tous ses dégâts et toutes ses maladies et toutes ses difficultés, sortir de la culture unique et de repartir un petit peu loin. Alors, on va aller au Kazakhstan, on va aller à Paris, on va aller au cœur des champs, au cœur de l'écosystème de la pomme et de ses plantes compagnes, de la guilde. Mais on va aller jusqu'à Notre-Dame de Paris pour voir un petit peu ce que les pommes ont à nous dire. On va parler de phytosociaux, on va parler d'associations, on devrait parler de champignons, de plantes qui sont indispensables aux pommiers. Et puis de l'évolution, d'adaptation, de cette concertation, etc. On va se promener comme ça, toujours en poésie avec Hervé, mais c'est une poésie, c'est la poésie qu'on aime, parce que c'est une poésie véritable, mais elle est purement technique, elle est très agronomique et elle est très renseignée. Vous connaissez la formule, vous n'hésitez pas à intervenir, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à proposer des réactions et des suggestions. Je crois que nous sommes prêts. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais c'est pas grave. On les dira au fur et à mesure. Hervé, les micros et les visios et les partages d'écran te sont ouverts. Salut à vous, bienvenue au club. Voilà, donc on va pas parler effectivement arbo. Donc Alain a bien signalé qu'on allait surtout parler pommes, mais pas que, parce que en fait, cette matinée va nous faire voyager dans différents lieux et des endroits où il y a justement des forêts fruitières naturelles, spontanées, et d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe des forêts dans lesquelles on trouve toutes sortes de fruits d'ailleurs, et donc des pommes, des abricots, des prunes, de la vigne, du houblon, enfin plein de choses extraordinaires. Voilà. Hein. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, en fait, euh, donc c'est une étude qui avait été, que j'avais réalisée dans le tout début des années 2000 et qui avait été financée par un Lions Club. Vous savez, ces gens qui donnent de l'argent pour des missions un petit peu partout sur la planète ou pour des choses un petit peu humanitaires. Et donc, j'avais pu bénéficier justement d'un financement par eux. Et c'était parti d'une rencontre des croqueurs de pommes. Et ces croqueurs de pommes, là, c'est dans une petite salle, pas très loin de chez moi. Et donc, vous y avait tous ces petits pépés qui présentaient chacun des pommes toutes plus étonnantes les unes des autres. Et ce jour-là, en fait, il y avait un monsieur qui était venu nous faire une communication, raconter de tas de trucs sur les pommes, et qui nous avait dit que, en fait, les analyses génétiques que l'on faisait, on pensait que tous nos pommiers étaient originaires de ce pommier-là, le pommier sauvage, et finalement, ce pommier sauvage s'avère être un poirier. Un grand drame, mais alors si nos pommes sauvages sont des poires, d'où sont originaires nos pommiers sauvages? Et en fait, cette même étude génétique nous a indiqué que les pommiers sauvages, notre pommier domestique, du moins, toutes les pommes que l'on consomme, est originaire du Kazakhstan, issu d'un type de pomme qu'on appelle Malus ziversi.
À partir de là, vous savez, c'était le début des années 2000. Le mur de Berlin, enfin, donc la chute du mur, c'était donc après la chute du mur dans les années 90, on commençait à peine à découvrir tout ce qui pouvait se passer dans l'ex-Union soviétique. Et, et donc, un homme qui avait été, donc il s'appelle Emak Djangeleyev, avait repris des travaux. Hein, donc, lui était embauché par Saint-Pétersbourg, par l'Institut Vavilov. Hein, et parce que Vavilov avait découvert justement au Kazakhstan une forêt extraordinaire, une forêt de pommiers, un hotspot, comme on dit aujourd'hui, un point chaud de biodiversité dans lequel, en fait, on trouve des tas de choses extraordinaires. Et là, donc, les spécialistes apprécieront le pommier sauvage qu'on a devant nous. Vous voyez déjà qu'il fait des gros fruits. Mais vous voyez toutes ces petites lambeaux, tous ces endroits où il y a normalement les fleurs qui sortent et les pommes, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule pomme qui sort par l'embourde. Et donc, c'est un pommier qu'on n'a pas besoin d'éclaircir. Actuellement, nos pommiers sortent par grappes de fleurs. Hein, et ces grappes de fleurs font qu'il y a toujours plein de pommes et souvent plein de petites pommes qui vont se former parce qu'il y a souvent trop de pommes qui se pollinisent simultanément, ce qui fait que les arbres alternent. Il y a des années, ils vont produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'année suivante, ils n'ont plus de réserve, ils ne peuvent plus produire. Et l'arbre que Djangeleyev nous montre ici, c'est vraiment un arbre très intéressant parce qu'il permettrait d'éviter à tous les arboriculteurs qui font de la pomme aujourd'hui ce fastidieux travail d'éclaircissage des pommes, hein, qui se fait soit chimiquement, hein, de façon dans les façons conventionnelles, soit manuellement en coupant ou en arrachant manuellement les pommes en trop pour avoir quand même des calibres suffisants. Voilà. Donc, cet étonnement-là de Djangeleyev, alors pour présenter un peu le Kazakhstan, vous voyez, c'est situé donc au nord, au sud de la Russie. Hein. Là, on voit la mer Caspienne, on voit la mer d'Aral. Hein, donc, le Kazakhstan est resté quand même très proche de la Russie parce que c'est là qu'il y a Baïkonour, donc l'endroit où les Russes envoyaient leurs fusées dans l'espace. Hein. La capitale, c'est Almaty, c'est ici, tout à l'est, au sud-est, dans les montagnes. Hein, donc, ces grands massifs montagneux qui sont le prolongement de l'Himalaya, hein, et qui font la frontière entre on va dire la Russie et la Chine. Hein. Et à Almaty, aujourd'hui, on a découvert du pétrole, donc c'est en train de devenir la capitale économique du pays. Hein. Et les forêts qu'on a étudiées sont des forêts qui sont tout près de la capitale, vraiment à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan. Il y a un no man's land d'à peu près une vingtaine de kilomètres de large, hein, dans lequel il n'y a aucune habitation et qui sert de zone tampon dans la frontière et dans lesquelles ces forêts n'ont pas été touchées et ont été préservées. Hein. Voilà, donc il y a des secteurs entiers, mais après, tout près d'Almaty, hein, il y a plein de pommiers sauvages, hein, aussi qui poussent et qui fleurissent et que les gens récoltent d'ailleurs, hein, et même en plein milieu de la ville aujourd'hui, comme la ville s'est énormément étendue, ils ont laissé des pommiers un petit peu partout quand même, hein, donc qui rentrent dans les usages. Alors, aussi, au niveau géographique, vous voyez, il y a un truc important, c'est que il n'y a pas le bassin versant de tous les cours d'eau qui sont ici, de l'est du Kazakhstan, vont vers la Sibérie, montent vers le nord. Hein. Et la partie ouest du Kazakhstan, tout converge vers la mer d'Aral. Alors, il y a un truc bizarre, c'est que ce n'est pas connecté à la mer, aux grands mers. Et donc, il n'y a pas de migration animale, par exemple, de poissons qui remontent les rivières dans ces rivières-là. Hein, c'est quelque chose d'assez étonnant, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un des gros côtés qui va expliquer en fait, le fait qu'il n'y ait pas de migration animale, que des écosystèmes si particuliers soient apparus au Kazakhstan. Hein. Alors voilà à quoi ressemblent ces forêts. Hein. Donc, vous voyez, on est à peu près à 600, 700 mètres d'altitude. Dans certains secteurs, donc, les collines sont entièrement recouvertes de ces forêts qui sont composées de pommiers à peu près 40%.
40% des arbres sont des pommes. Et le massif près d'Amalfi, on estime qu'à peu près 2 millions de pommiers, hein, dans cette forêt qui est sous cet aspect-là, 2 millions de pommiers. Ces pommiers, donc souvent proches, vous voyez, il y a une rivière qui passe, un ruisseau qui passe là-dedans, et toujours très proche d'une ripisylve. Hein. Alors, ça peut monter en altitude, donc là, les pommiers montent presque jusqu'en haut des collines, mais souvent le facteur limitant, c'est la qualité de la ripisylve. S'il n'y a pas de ripisylve, on n'a quasiment pas de pommiers. Hein, on va voir d'autres paysages. Voilà, donc là, on est beaucoup plus en altitude. Donc là, c'est au printemps. Hein, et vous voyez, tout ce qui est en blanc, là, tout ce qui est en train de fleurir, c'est des pommiers. Hein. Voilà. Donc là, on est dans un truc qui est beaucoup plus ouvert. Hein. On a presque l'impression de voir une DSA, hein, dans le sud de l'Espagne, avec des arbres qui sont un petit peu clairsemés, avec des zones herbeuses autour, hein, et des zones herbeuses qui sont donc pâturées, donc soit par des troupeaux d'animaux domestiques, soit par des hordes d'animaux sauvages. Hein. C'est des endroits où il y a beaucoup comme chez nous, quoi, des cerfs, des chevreuils, des biches, hein, des tas de bestioles qui sont susceptibles de brouter de l'herbe, des mouflons, hein, voilà, donc, qui vont occuper ces espaces-là. Hein. Bon, là, on est dans un espace qui est quand même pâturé, hein, par des animaux domestiques et dans lesquels ils s'entretiennent un peu comme les DSA dans le sud de l'Espagne. Hein, et certains secteurs, on est un peu plus dense en arbres que dans les DSA, on doit être aux alentours de 80 arbres, hein, entre 40 et 80 arbres par hectare, hein, dont la moitié des arbres sont des pommiers. Hein, la moitié des arbres sont des pommiers. Et vous voyez comme dans la partie qui est ici, là, où, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc là, ils ont carrément été replantés. Hein, parce que donc il y avait une clairière et donc la personne qui entretient ce lieu-là a replanté en ligne, hein, quelques arbres qui sont les pommiers sauvages, en fait, hein, qui vont simplement semer et puis greffer pour avoir les types de pommes qui intéressent. Alors, à quoi ressemble la pomme du Kazakhstan, hein? Ah ben non, d'abord, encore une autre photo. Alors, là, vous voyez, on a la ripisylve en bas, on a la petite rivière avec des petites broussailles, des choses comme ça, hein, qui est donc plutôt ici. On a sur le bas de la côte, on a un autre petit ruisseau. Et puis, en fait, les pommiers se trouvent dans la zone qui est au-dessus de l'humidité. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique là-bas. Exposé sur un coteau est, sud ou ouest, hein, on en a les trois expositions, et puis avec de l'eau en bas. Alors, pourquoi de l'eau en bas? Enfin, ce qu'on imagine, c'est que l'eau qui est là, en fait, assure une hydratation de l'air et donc une condensation de l'eau, hein, dans toutes ces zones-là, donc qui est indispensable au bien-être des pommiers. Aujourd'hui, on a tendance à dire que beaucoup de arbres fruitiers n'aiment pas l'humidité, n'aiment pas la fraîcheur. Hein, ça donne de la tavelure, ça donne de l'oïdium, ça donne des botrytis, ça donne toutes sortes de pathologies qu'on n'aime pas du tout. Hein. Et pourtant, dans ces milieux d'origine, les endroits où poussent ces pommiers, et on va aussi le voir plein d'autres arbres fruitiers, sont des endroits où il y a une moiteur importante. Ce qui n'exclut pas que quelquefois, plus haut en altitude, hein, on arrive aussi à avoir des pommiers, mais qui vont avoir des formes de bonsaï. Hein, on a récupéré donc ici là, des graines là, de ces arbres dans des secteurs dans lesquels il n'y a que 300 mm d'eau. Hein. Donc oui, je n'ai pas précisé, donc ce secteur d'Amalfi, c'est des endroits où il y a entre 500 et 600 mm d'eau par an. Hein. Et plus on va vers l'est, moins il y a d'eau. Hein. Et donc, plus on monte en altitude, pareil, hein, quand on est sur les versants qui vont voir du côté chinois, moins il y a d'eau également. Et donc, on a des secteurs à 300 mm d'eau, ce qui est presque du subdésertique chez nous, et des secteurs dans lesquels les pommiers arrivent à pousser, à condition qu'ils soient dans des situations comme celle-ci aussi, hein, qui est une proximité de vapeur d'eau, d'humidité, de fraîcheur à proximité, qui peut venir soit d'un cours d'eau et soit dans les zones plus d'altitude, qui peut venir simplement des névés et de la présence de la neige et de la sublimation de la neige en été.
Voilà, donc là, on est au pied des grandes chaînes de montagnes et vous voyez donc, pareil, les pommiers suivent les petits cours d'eau, les fonds de petits vallées et peuvent remonter un petit peu de part et d'autre. Voilà. Hein. Alors, les pommiers, ils ne sont pas tout seuls. Alors voilà, d'autres. Alors là, on est plus à l'automne. Hein, vous un pommier. Et puis là, derrière, toute cette végétation qui devient colorée, elle devient colorée rouge et jaune, pas à cause des feuilles, ce sont les fruits. Hein. Voilà, de plus près. Alors ça ressemble beaucoup au type de fruits qu'on a dans les Malus sieversii qu'on voit dans nos jardins botaniques. Hein. En fait, dans Malus sieversii, il y a un seul clone qui est très largement, qui a été très largement multiplié au début du XXe siècle et qui ressemble un petit peu à ça avec des fruits un petit peu plus allongés, qui est celui qu'on voit dans tous les jardins botaniques. Sauf que Malus sieversii, en fait, c'est des populations qui sont normalement issues de pépins, hein, donc de graines qui tombent par terre, et chaque arbre est différent. Il n'y a pas deux arbres pareils. Et on peut trouver des arbres avec des pommes très, très diverses, hein, ouais, des pommes quelquefois qui sont grandes, comme nos petits pommiers qu'on a aujourd'hui pour la pollinisation, des petites pommes qui vont faire 1 cm, 1,5 cm de diamètre, jusqu'à des plus grosses qui font 6-7 cm sans être taillées. Hein. Et puis avec plein de formes, on a des blanches, des rouges, des jaunes, des vertes, des plus ou moins côtelées, des plus ou moins plates, plus ou moins allongées. On a des chairs aussi à l'intérieur qui peuvent être blanches, jaunes, oranges, rouges. On a des pommes à la chair rouge, des pommes à la chair transparente également. Hein, une énorme diversité. Hein, et donc, quand on collecte pareil, un secteur, hein, donc on arrive très vite à avoir des choses très diverses. Les goûts sont aussi excessivement diversifiés. Hein. On peut avoir des pommes excessivement astringentes, d'autres qui vont être douces et sucrées. En fait, dans nos populations de pommiers du Kazakhstan, on a à peu près 30% des pommiers qui ont des gros fruits sucrés. Hein, et donc ils correspondent à nos besoins alimentaires à nous. Mais que 30%, c'est-à-dire que quand on va semer 10 pépins de Malus sieversii, on n'aura que 3 pépins sur 10 qui risquent de donner une pomme qui va être agréable à manger pour nous. Hein. Et tous les autres, ça va faire des espèces de petits rataillons ou des pommes qui pourront peut-être utiliser pour du cidre ou pour d'autres usages, ou pour pas d'usage du tout, mais qui auront la joie d'être là et quelquefois hein, dans les communautés, on va le voir, apporter des choses intéressantes. Alors ça, c'est un pommier qui a été une photo qui vient d'une collection botanique à côté de Nantes, hein, et qui est le clone qu'on voit le plus souvent en Europe, hein, de Malus sieversii. Hein. Voilà. D'une pomme qui n'est pas particulièrement bonne, hein, mais qui a ce côté flamboyant, orange un peu pétard, là, qui a plu aux collectionneurs au départ. Hein. Et voilà, donc là, c'est une photo un petit peu ancienne, c'est d'une diapositive pour tout être franc. Et donc, vous voyez que les pommiers, au moment où ils sont en fruits, hein, ça peut prendre des formes assez étonnantes et d'avoir dans ces forêts des pommes et des pommiers de toutes les couleurs. Hein. Bon, je passe un peu, là, on est tout le temps dans nos histoires de diversité des pommes. Alors, voilà. Maintenant, un peu de compréhension. Pourquoi est-ce que cette zone du Kazakhstan est devenue un endroit où se sont élaborées ces pommes si particulières qui sont à l'origine de toutes nos pommes cultivées? Et en fait, il faut remonter il y a à peu près 10 millions d'années, vous voyez, lorsque la plaque indienne est venue taper dans la plaque asiatique, la tectonique des plaques. Hein. Et donc, on a l'Inde qui est en train de rentrer sous l'Himalaya et qui a créé tout cet immense massif himalayen. Hein. Et donc, le Kazakhstan, il est ici. Hein. Voilà. Là où il y a ce nom un petit peu barbare là, qui est écrit. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé,
qu'est-ce qui s'est passé au moment où les montagnes se sont soulevées? C'est que tous les fleuves qui coulaient de l'Asie, on va dire de la plaque asiatique, vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan Indien, tous les fleuves qui coulaient par là ont été détournés et n'ont plus d'accès à la mer. Hein? Alors, tac, tac, tac. Et alors, n'ayant plus accès à la mer, sale temps pour les ours, parce qu'il n'y avait plus de poissons pour l'hibernation. Hein, à l'automne, lorsque tous les poissons remontent, tous les saumons remontent, les poissons migrateurs remontent les cours d'eau pour venir frayer en amont des bassins versants, c'est aussi le moment où ces animaux donc, se reproduisent et c'est aussi le moment où ils décident pour mourir, où ils sont facilement attrapables par les animaux, par les ours, qui les consomment dans presque tous les autres continents de la planète, ils les consomment abondamment, ce qui leur permet d'avoir plein de graisse et de pouvoir hiberner. Et là, comme ils ne peuvent plus manger de poissons, ils ont commencé à manger des pommes, à manger des fruits. Or, vous voyez, un ours, alors il y a plusieurs endroits où les ours sont devenus végétariens, ont mangé des fruits. Hein. Vous connaissez tous le panda, hein, qui est aussi un ours et qui est devenu végétarien. Et les ours, qui sont pourtant très proches parents de l'ours arctique, de l'ours blanc de l'Arctique, hein, l'ours du Kazakhstan, est devenu végétarien lui aussi. Donc il a changé un petit peu sa morphologie. Il est devenu un peu plus gros, un peu plus nounours, enfin un peu plus rond plutôt, un peu plus nounours, façon panda, et puis plus petit en taille. Enfin, je disais gros, mais en taille, il est un petit peu plus petit que les ours arctiques. Et alors voilà, donc un ours, ça vit longtemps. Et un ours, c'est gourmand. Et donc, comme ils vivent longtemps, ils vont, d'une année sur l'autre, ils vont se rappeler des bons spots, des bons arbres dans lesquels il y a des fruits un petit peu plus gros, donc un peu plus rapides à manger, et des fruits un petit peu plus sucrés, parce qu'ils sont gourmands et ils aiment bien manger du sucre. Hein. Et donc, lorsque dans leurs excréments, donc là, voilà, ça c'est une crotte d'ours, et on voit dedans qu'elle est pleine, 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 pleine de pépins de pommes. Et donc, les ours, vous savez, quand une pomme tombe par terre, comme celle qu'on a vue là tout à l'heure, elle tombe par terre, donc un petit pommier va peut-être pouvoir pousser sous le pied mère, mais il va falloir attendre que le pied mère meure pour que le petit pommier qui est en dessous prenne la place. Hein. Quand on voit la quantité ahurissante de pommes que peut produire un arbre, pour que finalement il n'y ait qu'un seul petit pommier qui puisse prendre la place du vieux pommier, hein, de l'arbre mère, quelquefois 100 ans, 150 ans après. Hein, là-bas, les pommiers vivent très longtemps. Hein. Donc, les ours gourmands vont disséminer beaucoup plus les fruits qu'ils aiment. Partout où les fruits ne sont pas bons, les fruits non sucrés vont se retrouver sous les arbres et donc ne vont pas beaucoup se multiplier dans la forêt. Alors que les fruits qui sont amplement disséminés vont être beaucoup plus multipliés et donc finalement la forêt va très progressivement s'adapter de plus en plus aux besoins des ours, donc aux besoins des êtres qui y vivent. Hein. Voilà. Et donc, voilà à quoi il ressemble, hein, notre ours du Kazakhstan. Hein, un beau nounours, tout joufflu, tout poilu, hein, et en fait, qui n'est pas très pacifique. Les ours kazakhs sont végétariens. Ils n'ont plus, ils peuvent très, très occasionnellement manger une charogne, hein, mais ils ont plus ce tempérament de chercheurs. Sur leur appareil digestif, d'ailleurs, hein, leurs boyaux se sont immensément allongés, hein, de façon à ce qu'ils puissent tirer un maximum d'énergie de leur alimentation végétale. Hein. Voilà. Et puis alors, ça a aussi une grosse répercussion sur la forme des arbres. Donc là, on n'en a pas tout à fait conscience, mais on a un pommier devant nous, un pommier qui doit avoir 150, 200 ans, et vous voyez que c'est une trogne. Hein, et cette trogne, donc ça veut dire un arbre qui était régulièrement élagué, régulièrement coupé. Et en fait, ce sont les ours qui font ça, parce que comme ils sont gourmands et qu'ils ont, chaque fois qu'il y a un arbre qui est bon, on voit une seule pomme là par terre qui n'est pas très bien cadrée, mais qui est assez grosse. Hein, et donc les ours secouent tellement les branches que souvent ils en cassent et donc ça permet aux arbres d'avoir, ça impose aux arbres d'avoir un port en trogne, un port très, très étrange
Et puis finalement, ça leur permet d'avoir tout le temps de la jeunesse. Vous voyez, les arbres qui sont régulièrement taillés refont des réitérations, des nouvelles pousses, ce qui leur permet de durer beaucoup plus longtemps que les arbres qui n'auraient jamais été taillés. Voilà. Donc, les ours trognent les pommiers. Voilà. C'est quelque chose aussi d'important hein, dans la façon d'être du végétal. Et comme ça, donc d'année en année, de génération d'ours en génération d'ours, les pommiers sont devenus des pommiers à gros fruits sucrés. Voilà. Étonnement, étonnement. Et vous voyez, donc là, c'est dans la cathédrale de Notre-Dame à Paris, hein, une représentation de Adam et Ève et du péché originel. Vous voyez, Adam et Ève avec sur le serpent et un pommier, hein, ce fameux pommier. Ce fameux pommier qui symbolise le jardin originel. Et imaginez, il y a 12 000 ans, nos ancêtres mésopotamiens, lorsque la glaciation s'est terminée et que les grandes montagnes qui séparaient la Mésopotamie de ces mers intérieures, de la mer d'Aral, la mer Caspienne, et ensuite, donc, ils ont pu commencer à aller vers le nord et découvrir des enclaves qu'ils ne connaissaient pas du tout parce qu'il n'y avait aucun cours d'eau qui permettait de mener jusqu'à la mer d'Aral, hein, parce que c'est une mer fermée depuis que l'Inde était rentrée là-dedans depuis des millions d'années. Hein. Et ensuite, arriver près de la mer d'Aral, de remonter certains cours d'eau et d'arriver sur notre ligne de crête et de découvrir ce secteur d'Amalthie, ces grandes forêts de pommiers où le fauve et l'agneau vivent en harmonie, hein, où il n'y a plus de fauves, les ours sont devenus végétariens, et dans laquelle tous les arbres produisent des fruits merveilleux, des pommes extraordinaires. Voilà, pour moi, c'est là que s'est fondé le mythe de ce paradis perdu qui existe sur Terre, puisqu'il est à côté d'Amalthie, et qu'aujourd'hui, on est en train de le détruire parce que du pétrole a été découvert dans ces zones-là et toutes ces forêts sont en train d'être détruites. Voilà. Ce que l'on peut également voir sur ce tympan-là, c'est qu'il y a d'autres plantes qui sont associées au jardin du paradis. Hein. D'un côté, on a l'olivier, hein, et d'autre côté, on a la vigne. Voilà. Et non, ce qu'on va voir, c'est quels sont les végétaux qui sont associés aux pommiers dans le Kazakhstan. Alors là, je n'ai pas mis des photos du Kazakhstan, j'ai mis des photos de chez nous. Des photos de chez nous pour bien montrer qu'en fait, là où poussent nos pommiers, ils poussent plein d'autres choses, hein, quelquefois aussi spontanément, qui sont les mêmes choses que ce que l'on trouve au Kazakhstan. Voilà. Et qu'en fait, chez nous, on a tout ce qu'il faut pour reconstituer des écosystèmes qui vont ressembler très étrangement à ces forêts kazakhes. Alors, pourquoi connaître ces écosystèmes? Pour une raison très simple. C'est que lorsque des plantes ont appris à vivre ensemble depuis des millions d'années, hein, cette pomme du Kazakhstan, elle a coévolué avec l'ours depuis 10 millions d'années. C'est des temps énormes. Toutes les plantes de cet écosystème ont coévolué ensemble, ont appris à vivre ensemble et ont créé des tas de liens, de relations, d'interactions, d'interactivité qui leur permettent de bien vivre, de s'adapter les unes aux autres. Une des plantes les plus communes, celle qui vient en tête dans le Kazakhstan, comme souvent chez nous, c'est la ronce. La ronce et la pomme, comme deux amis inséparables. En fait, aujourd'hui, on sait que dans les champignons mycorhiziens des ronces, on les verra, et des pommes, on les reverra tout à l'heure, il y a que la ronce prépare le sol à accueillir les arbres qui viennent derrière, dont les pommiers. Hein. On dit que la ronce est la mère de la forêt, la mère du chêne, mais avant d'être la mère du chêne, c'est la mère de toute la trame des arbres fruitiers de la forêt. Et donc la ronce, c'est le premier élément de cette trame qui permet de constituer un sol, une trame de champignons dans laquelle les plantes puissent se relier. Voilà.
la ronce, et juste derrière la ronce, c'est le prunier, les pruniers. En fait, il y a plein de pruniers, de pruneliers différents. Et chose étonnante, vous savez, au Kazakhstan, comme pour la pomme, les prunes sont devenues beaucoup plus grosses. Parce que si les ours ont été très gourmands pour les pommes, ils ont aussi été très gourmands pour les prunes et pour les cerises et pour les abricots et pour les noix. On va voir, il y a plein de fruits qui sont ressortis, grossis, amplifiés par la gourmandise des ours. Et donc les prunes, dans les séries de succession des plantes les unes derrière les autres, la succession que l'on rencontre souvent, c'est ronces ou petits fruits, prunes, ensuite derrière pommes, poires, ensuite derrière donc l'autre élément, le cerisier. Le cerisier. Et donc, ces cerisiers sont omniprésents. Alors, on va voir, il y en a plusieurs types. Il y a un cerisier, façon merisier, qui donne des fruits doux et sucrés, un petit peu comme chez nous, mais il est plus proche de nos cerises aigres, mais qui est quand même beaucoup plus sucré que ce qu'on peut avoir chez nous. Et puis, alors, quelque chose d'assez épatant au Kazakhstan, c'est qu'il y a plein de liliacées, de plantes de la famille des tulipes au niveau du sous-bois, au niveau du sol. Et donc là, j'ai pris volontairement cette photo où on a des cerisiers avec de la tulipe d'Agen. Donc c'est une photo qui vient de l'Agenais, qui est dans un petit secteur pas très loin du Conservatoire du végétal d'Aquitaine, un endroit que m'a fait découvrir Evelyne Leterme, où on a cette association tulipe-cerisier. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a plein d'hypothèses de travail là-dessus où on essaie de comprendre ce qui peut relier la tulipe et les plantes de la famille des liliacées aux arbres qui sont dessus. Mais un truc tout simple, c'est que à la fin de l'hiver, qu'est-ce qui va nourrir la trame des champignons? Et pour que cette trame puisse être active dès que les arbres fruitiers arrivent en fleurs derrière. Et il se trouve que quand on mesure où, dans un bulbe de tulipe, dans les bulbes de toutes ces plantes, on pourrait prendre du muscari, on pourrait prendre des crocus, on pourrait prendre toutes sortes de plantes à bulbes comme ça pour le printemps, ce dont on se rend compte, c'est que l'énergie contenue dans le bulbe, où est-ce qu'elle va? Eh bien, en fait, elle ne va pas du tout dans la plante, elle va dans le sol. Quand on s'amuse à tracer l'énergie, les sucres qui sont contenus dans un bulbe, ces sucres, on les retrouve dans le sol. C'est-à-dire que les sucres contenus dans les bulbes permettent de nourrir la trame de champignons qui va permettre à la plante de mieux s'alimenter. Et à partir du moment où elle sort sa première feuille, d'avoir accès aux nutriments du sol, aux nutriments de tout ce qui se décompose dans le sol pour faire donc le nouveau bulbe de l'année suivante. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous achetez un bulbe de tulipe, l'année suivante, il est dégénéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce bulbe qui est produit quelquefois dans les zones, aux Pays-Bas ou dans des endroits comme ça, toute l'énergie qui est contenue dans le bulbe va se retrouver dans la terre, mais comme dans la terre, on est dans des sols, et surtout dans la culture de bulbes, là, comme ça, c'est des sols qui sont hyper désinfectés parce qu'il y a plein de pathologies dessus. Les sucres vont dans la terre, mais ne rencontrent pas une trame mycorhizienne sur laquelle vivre, parce que cette trame, c'est celle des arbres, c'est pas celle de la tulipe toute seule. Et donc, cette trame est nourrie par le bulbe, et en contrepartie, la plante va avoir accès à tout ça, mais l'arbre qui suit derrière, au moment où lui fleurit, au moment où lui rentre en activité, vous remarquez que la plupart des arbres fruitiers sortent, redémarrent leur activité avant même qu'ils aient sorti leurs feuilles. Donc, il faut bien que leur énergie la trouve de quelque part. Ils vont la trouver, certes, des réserves qu'ils ont pu faire l'année d'avant, mais ils vont aussi la trouver de toutes les réserves que les champignons mycorhiziens vont leur apporter par la racine. Voilà. Et finalement, toutes ces plantes à bulbes sont des starters. C'est ces plantes-là qui vont permettre à la vie de redémarrer dans ces forêts fruitières. Des forêts fruitières donc pleines de bulbes. Voilà, dans les autres arbres qu'on peut avoir, alors ça c'est étonnant, et ils sont abondamment récoltés par les gens des Andes, c'est les abricots.
il y a des abricots jusqu'à 1200, 1300 mètres d'altitude dans cette partie du Kazakhstan. Et si on va plus dans l'Himalaya, on a des abricotiers jusque dans les plaines les grandes vallées de la Kaligandaki à 3500 mètres d'altitude. Voilà. L'abricot, c'est une plante étonnante, une prune d'altitude qui a été domestiquée pour vivre en Mésopotamie, donc presque au niveau de la mer, qui est devenue méditerranéenne. Et aujourd'hui, on redécouvre des vertus spécifiques dans l'abricot, hein, avec les abricots de Pologne ou des choses comme ça, qui sont apparemment résistants au froid. Mais à l'origine, l'abricot est un fruit de l'altitude, du froid, de l'humidité. Ce n'est pas du tout un fruit méditerranéen. C'est finalement faut rappeler le génie de l'agriculture qui a permis de transférer un abricotier dans des zones méditerranéennes et de lui permettre de s'adapter, parce qu'on s'en est très, très abondamment occupé. Mais plus un abricotier sera produit en altitude, plus il vieillira. Vous voyez, là, on a des abricotiers qui ont une quarantaine d'années à peu près. Chez nous, quand on prend des abricotiers, souvent, ils meurent très vite. Dans ces forêts-là, dans ces forêts pleines de mycorhizes, les abricots arrivent à vivre longtemps. La vigne, la vigne. Donc ça, c'est pas une photo du Kazakhstan, c'est une photo que j'ai retrouvée sur Internet en faisant ce truc-là, une photo de Chine, d'un cépage qui est cultivé actuellement en Chine et dans les parties himalayennes. Simplement, donc, pour rappeler qu'il y a plein de vignes dans ces forêts du Kazakhstan. Cette même vigne qu'on retrouve aussi sur le tympan de la cathédrale de Paris. Voilà. Des vignes donc, qui peuvent donner abondamment des quantités très, très abondantes de raisins. Et puis le saule, voilà, notre saule parcouru de houblon. Voilà. Alors le houblon, c'est vraiment la plante qui frappe le plus quand on pénètre dans ces forêts de pommiers, c'est qu'elles sont impénétrables, tellement qu'il y a de lianes de houblon. Alors quand elles sont impénétrables parce qu'il y a beaucoup de houblon, généralement c'est qu'il n'y a plus trop d'ours, parce que les ours, ils dévastent tout ça, et eux, ils font des corridors, ils créent des passages dans ces forêts qui permettent d'avoir accès aux arbres. Donc quand les forêts sont dégagées, c'est qu'il y a des ours qui les ont dégagées. Par contre, dès qu'il n'y a plus d'ours, il y a du houblon partout, partout. Et on a l'impression dans une forêt tropicale, il faut avancer dans ces forêts kazakhs avec une machette. Voilà. Et donc le houblon est omniprésent. Alors pour le houblon, ouais, une des observations qui a été faite, et donc par Vangaleyev notamment, mais par les gens de l'Institut Vavilov qui étudient ces forêts vraiment dans le détail, il y a dans le houblon toutes sortes de petits pucerons, de petits acariens, de petites bestioles qui ne sont pas du tout les mêmes que celles du pommier, qui contient, il y a des pucerons sur le houblon et il y a des psylles sur les pommiers. C'est des insectes voisins, mais les psylles des pommiers, ce ne sont pas les pucerons. Et par contre, ces psylles et ces pucerons ils apparaissent à des moments légèrement différents. Pareil pour les acariens. Les acariens du pommier ne sont pas tout à fait les mêmes que les acariens qui vont bouffer le sureau. Par contre, les phytozélus, donc les acariens prédateurs qui viennent manger, qui viennent d'abord se développer sur le houblon et qui ensuite vont suivre les autoroutes et tous ces chemins de lianes de houblon pour aller dans les pommiers et manger les acariens des pommiers, parce que les acariens des pommiers vont se trouver plutôt en altitude, sur le haut du pommier, et alors que les acariens des houblons se trouvent un peu dans tout le feuillage. Et donc, les acariens prédateurs qui viennent suivre les ravageurs du houblon ou du pommier vont suivre toute cette trame, tout ce réseau de lianes qui va leur permettre d'avoir accès assez facilement, assez rapidement, et finalement de réguler les pucerons, les tétraniques, donc les acariens ravageurs du pommier. Pour nos psylles et pour nos pucerons, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de chrysopes, de coccinelles, de choses comme ça. Comme elles ont à manger sur plein de plantes différentes, donc sur le pommier, sur le houblon, mais également sur toutes les plantes qu'il y a autour,
à des moments différents de l'année. Il y a des pucerons sur toutes les plantes à des moments différents de l'année, ce qui fait que les auxiliaires vont avoir à manger tout le temps. Et finalement, dans les communautés, les proximités d'auxiliaires que l'on peut trouver sur le pommier et sur le houblon, eh ben, on a à peu près les mêmes sur les pommiers et sur le houblon. Ça vient probablement du fait qu'ils sont très entrelacés entre eux, mais c'est ça la coévolution. Le fait de vivre depuis longtemps ensemble dans des mêmes écosystèmes fait qu'il y a plein de fonctionnalités communes qui émergent, et le houblon fait du lien entre les plantes par ces lianes et permet justement à toute une série de petits auxiliaires d'aller d'arbre en arbre, de plante en plante, et de permettre une régulation des écosystèmes. Quand il n'y a pas de houblon, ça m'évoque un truc que j'avais vu en Amazonie, dans les abatis. Il y a des fourmis qui sont de très très bonnes guerrières. Et quand elles sont sur des plantes, les plantes sont toutes nettoyées. Il n'y a pas du tout le moindre insecte phytophage sur les plantes quand il y a ces fourmis-là. Et les gens, ils prennent des bambous, des branches, d'arbre en arbre, de plante en plante, partout où ils voient des foyers de pucerons émerger, ou des foyers de chenilles ou d'insectes arriver. Ils font des ponts, des endroits où il y a ces fourmis, jusqu'aux arbres, avec des tiges comme ça, comme fait le houblon, d'arbre en arbre, et qui permettait aux fourmis de se déplacer et d'aller se nourrir des insectes ravageurs. Voilà. Ben, dans les forêts presque primaires du Kazakhstan, ces forêts de pommiers-là, eh ben, il se passe cette même chose que les hommes donc là, en Amazonie avaient observé probablement à partir d'autres lianes, et qui permet une bonne régulation des pathologies et de certains ravageurs. Voilà. Alors, autre plante. Alors, j'ai noté l'azérolier. L'azérolier, c'est quoi? C'est une aubépine. Mais une aubépine qui a été, elle aussi, sélectionnée par les ours. D'année en année, de génération en génération, les petites baies de l'aubépine sont quelquefois devenues grosses et font sur certains azéroliers, jusqu'à 3 cm de diamètre. Sont devenues beaucoup plus douces, beaucoup plus, pas réellement sucrées, mais quand même une certaine douceur. Elles n'ont pas du tout d'astringence. Un côté un petit peu farineux, très, très nutritif. Et donc, ces azéroles ont été sélectionnés par les ours comme les pommes. Et alors, chez nous, vous savez, l'aubépine, on ne l'aime pas dans les vergers. D'ailleurs, pour tous ceux qui plantent des haies, souvent, si vous avez le malheur de planter des aubépines dans vos haies, les institutions qui donnent des financements pour planter les haies déclassent vos projets en disant vous avez planté de l'aubépine, ça va développer de la bactériose et donc c'est dangereux. Donc il ne faut pas le faire. Voilà. Alors que dans ces forêts du Kazakhstan, il y a des aubépines partout. Il y a un peu de bactériose. Et toujours, l'Institut Vavilov a pu montrer que sur les azéroliers, donc sur les aubépines, il y a toute une série de champignons donc, qui vont permettre une régulation de la bactériose. Donc, c'est des champignons un peu tout petits, façon levure, on va dire, qui régulent la bactériose. C'est-à-dire que, ouais, en France, pareil, le jour où on avait découvert que la rouille du blé avait comme hôte intermédiaire l'épine-vinette, on a supprimé des épines-vinettes partout pour dire que comme ça, il n'y aurait plus de rouille du blé si on supprime l'hôte intermédiaire. Il y a toujours de la rouille du blé, elle s'est même développée encore plus massivement, parce que de la même façon, quand les problèmes sont partagés entre différentes plantes, c'est là que les régulations interviennent. Et donc, l'aubépine arrive à réguler la bactériose, donc peut-être pas chez nous, mais en tout cas au Kazakhstan. L'aubépine régule la bactériose et donc permet à ces plantes de bien vivre ensemble, quoi. Donc, ouais, c'est toujours comme on a peur, on coupe, on détruit, et finalement, on se soumet à une espèce d'adaptation, mais la nature, en fait, elle n'agit pas pareil. Elle est constamment en train de créer de nouvelles choses, elle est
constamment en train de évoluer et de réévoluer. Voilà, cette évolution des êtres qui vivent ensemble, l'ours qui fait évoluer la pomme, qui fait évoluer tout un écosystème que l'homme découvre et s'approprie finalement, mais également les plantes entre elles qui n'arrêtent pas d'évoluer pour s'adapter, que toutes les plantes finalement, la seule façon pour une plante d'être autonome, c'est d'être relié, d'être en lien, et d'attendre de l'aide, de demander de l'aide, de vivre, de s'aider finalement de toute la communauté des plantes qui vivent autour. Voilà. Azérol, le ragouminier. Le ragouminier, alors ça aussi c'est très très à la mode, parce que le ragouminier, donc c'est le prunus, le prunier de l'Himalaya, le cerisier de l'Himalaya plutôt. Donc ça fait des petites cerises qui sont toutes petites, elles font 5 mm. Alors on a des ragouminiers en Amérique du Sud, en Amérique du Nord plutôt, et il y a des ragouminiers dans tout le massif Himalaya. Et ce ragouminier donc est très 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 présent dans ces forêts du Kazakhstan. Oui, ça fait des manchons de fruits. Alors c'est des fruits qui sont très précoces, qui viennent au printemps et dont tous les animaux se délectent. Et puis, donc, bien sûr, le framboisier. Et donc, ces framboisiers, même fonctionnalité, j'allais dire, pour nous que les mûres, que les ronces. Le framboisier qui est également très présent et puis très, très productif. C'est ça qui est étonnant. Dans ces milieux qui ont coévolué avec des animaux qui mangent, et vous voyez, là, j'ai mis tous les fruits rouges sur la même truc, pour aussi montrer l'orientation de ces fruits. Donc, certes, les azéroles là, ont été sélectionnés par les ours, mais également par les oiseaux qui les mangent, également par tous les petits mustélidés qui vont les manger. Et donc, on a une abondance fruitière dans ces forêts qui est tout à fait remarquable. Les ours, les oiseaux, tout le monde contribue à sa façon à ce que le milieu évolue en permanence. Les noix, quelle surprise! Le noyer, alors là, le noyer, c'est pas tout à fait le même, c'est un noyer kirghize, et la photo, là, c'est une photo du Kirghizistan. Mais il y a aussi des noyers au milieu de ces pommiers dans le Kazakhstan. Et que les lieux où il y a des noyers sont aussi associés finalement à des asphodèles, à des poireaux sauvages. Vous voyez, on a aussi la même série de plantes de liliacées qui préparent le terrain avant que le noyer démarre la sortie de ses feuilles. Le noyer est sur ses feuilles après tout le monde, même après le pommier. Donc, s'il n'y a pas des plantes pour préparer son réseau mycorhizien avant qu'il ne démarre, eh bien, il se trouve un petit peu isolé. Et c'est ce qui se passe, je crois. Alors ça, c'est une hypothèse que j'ai personnellement, qui n'est pas encore complètement validée parce qu'elle n'a pas été vérifiée par d'autres manips scientifiques que les miennes. Mais le noyer souffre de ne pas être entouré de toutes ces plantes qui vont lui préparer sa trame mycorhizienne. Le noyer, que ce soit au Kirghizistan, que ce soit au Kazakhstan, sont entourés de pommiers, de pruniers, et puis bien sûr de toutes ces plantes de la famille des liliacées, qui vont, des plantes à bulbes, donc, qui vont permettre de faire le starter des réseaux mycorhiziens au printemps. Et c'est d'autant plus important pour le noyer qui sort ses feuilles très tardivement, à un moment où tous les autres sont déjà à partir. Un noyer qui vit tout seul, en fait, c'est un noyer malheureux, parce que ce sont toutes les plantes avec lesquelles il vit qui lui préparent son terrain. Et chez nous, les noyers souffrent de l'encre, ils ont plein de maladies variées, des phytophthora qui sont, je crois, avant tout, comme toutes ces zoomycètes, comme les mildious, tout ça, des plantes qui indiquent qu'une plante n'est plus tout à fait dans son idéal biotique, donc son idéal d'association de plantes. Voilà. Voilà. À ce stade-là, peut-être qu'il y aurait quelques questions, quelques observations, quelques remarques, ce qui me permet en même temps de boire un petit café. Ah, le café. Ben, coupe le partage si tu veux, Hervé, comme ça. On verra un peu plus ceux qui
veulent ou pas intervenir et rentrer dans la matière. Nous vous écoutons, Bonjour. Boris. Moi, j'avais du coup posé des questions dans la discussion parce que je voulais pas interrompre et en même temps, maintenant, je les note sur une feuille. Mais une des questions, c'était pour savoir, est-ce qu'en fait, si on greffe sur un pommier kazakh une variété du coin, est-ce qu'on perd ou pas du coup le bénéfice du fait d'en avoir qu'une seule feuille, qu'une seule fleur par bouquet en fait? Ah oui, oui, tout à fait. Hein, le fait, alors déjà, c'est pas tous les arbres kazakhs qui vont avoir qu'une seule fleur par bouquet. C'est dans toute l'hétérogénéité des pommiers du Kazakhstan que Jean Gaillef en a trouvé un qui donne qu'une seule fleur par bouquet. C'est un peu le Graal, hein, mais voilà, c'est rarissime. Hein. Donc, cet individu-là est disponible aujourd'hui. Hein. Vous l'avez dans différents catalogues, et notamment celui de la station d'expérimentation de Genova, hein, qui le diffuse. Hein. Mais après, il y a il y a une énorme hétérogénéité des choses. Alors, ce que l'on greffe alors, le porte-greffe, on va dire, va être bien adapté au milieu, et ce que l'on greffe, c'est ce qui va permettre d'avoir des choses qui vont correspondre à nos besoins spécifiques, en fait. Hein. Voilà. Mais il y a pas de correspondance, pas de transfert, en fait. Il y en a un petit peu quand même, mais pas beaucoup, entre le porte-greffe et le greffon. Hein. Voilà. D'accord. Okay. Alors, je m'excuse aussi parce que quand je suis devant mon ordinateur, je n'ai pas accès, quand je suis en partage d'écran, je n'ai pas accès à la conversation qui est à côté. Hein. Voilà, donc voilà. Ok, merci. Romain? Oui, rebonjour Hervé. Alors j'aurais une question à propos des pommiers kazakhs, du coup. J'en ai planté pas mal. Alors pour imaginer avoir un... J'en ai planté pas mal de semis. Hein. Et donc pour imaginer avoir un biotope plutôt stable, un équilibre un peu, donc on pourrait y associer donc toutes les plantes dont tu nous as parlé. Mais la version fruitière, par exemple, je vois qu'il y a des aubépines fruitières aujourd'hui qui sont vendues avec des gros fruits tout à fait comestibles. On peut imaginer des poireaux sauvages, donc des framboisiers, des ragouminiers. On pourrait imaginer planter tout ça pour avoir un équilibre plus ou moins stable, quoi. Exactement. Cette forêt du Kazakhstan, c'est le paradis. Tu vois. Avec la diversité de tous les arbres, de tous les fruits, hein, qui ont été rendus succulents et délicieux. Tu vois, moi j'imagine bien le premier Adam, mais le premier Adam, donc c'est le premier chasseur-cueilleur qui est parti chasser, je ne sais pas trop, quelques bestioles et qui est arrivé dans ces endroits du Kazakhstan. Il a vu ces fruits, toi, donc automatiquement il essayait d'en ramener pour les apporter dans son village d'origine. Regardez ce que j'ai trouvé pour juste montrer aux gens que c'est juste possible. Et il a ramené des graines, ils ont ramené des choses comme ça. Et c'était un apport, mais absolument considérable pour l'humanité. Et il y a 12 000 ans, hein, en fait, parmi les tout premiers écrits, les écrits les plus anciens qu'on ait de l'humanité, nous n'ont pas 12 000 ans, mais c'est des trucs qui relèvent soit de l'arche de Noé, soit de la découverte du paradis de la Genèse. Quoi. Voilà. Mais bon, ça porte d'autres noms, ça existe dans presque toutes les cultures du monde, de ce jardin merveilleux. Hein, mais ce jardin, il existe pour de bon. Voilà, ça, c'est pour moi la grande découverte. Et c'est là aussi une immense source d'inspiration, hein, parce que finalement, coup de la tavelure sur le pommier, quoi. Bien sûr qu'il y a de la tavelure au Kazakhstan, mais jamais comme chez nous. Et pourtant, tout le monde dit oh, attention, les tavelures de là-bas sont vachement plus toxiques que les nôtres. Quoi. Mais là-bas, elle est régulée. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein, les processus de régulation, quelques éléments qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Mais la diversité des arbres va faire une certaine forme de régulation.
Et par rapport à la diversité des pommiers kazakhs, ouais, c'est cette forêt d'amaltite, 2 millions de pommiers, 2 millions de génomes différents, d'individus différents. Il n'y a aucun clone là-dedans. C'est tout le temps aucune bouture, aucune greffe. C'est tous des arbres complètement différents. Quelquefois des petits fruits, des gros fruits, des moyens fruits. Enfin, il y a de tout, quoi. Et donc, dans cette immense diversité, eh ben, il y a des adaptations qui se mettent en place, génétiques, épigénétiques, qui fait que les pommiers vont être, vont devenir, vont s'entraider et vont devenir résistants à la tavelure. Et à peu près tous les 30 ans, hein, comme le Covid, là, ça mute tous les 6 mois, là, ou tous les 3 mois, maintenant on ne sait pas, il y a toujours des nouveaux variants qui arrivent. La tavelure, elle va plus lentement. Elle, c'est tous les 30 ans qu'il y a une grosse mutation de la tavelure. Donc, tous les 30 ans, ce qui était résistant va devenir malade. Mais les graines qui se diffusent tout le temps par les ours, les graines vont faire émerger des tas de nouvelles plantes qui, à leur tour, vont quelquefois être résistantes. Et si dans tout ce qu'ont diffusé, toutes les graines qu'ont diffusé les ours, il y a de temps en temps des résistantes qui sortent, c'est celles-ci qui vont reprendre le dessus et qui vont reconfigurer la forêt de pommiers pour les 30 ans à venir. Donc en fait, cette idée, toi, les deux approches vis-à-vis de la tavelure. En France, on a commencé à sélectionner à partir des populations du Kazakhstan, parce que quand c'était découvert, c'était une source de génétique tout à fait fabuleuse. Aussi, tout le généticien, il adore trouver des trucs comme ça, quoi. Donc, en France, on a à peu près 1400 clones résistants à tavelure qui ont été prélevés au Kazakhstan et qui sont déclinés aujourd'hui dans soit des croisements, soit des nouveaux noms de variétés. Hein, des nouveaux noms de variétés résistants à la tavelure. Voilà. Ce qu'on fait, et donc en fait, on met du résistant, mais sans penser que finalement, c'est valable que pour 30 ans. Comme notre Golden, hein, qui avait été mise en place pour sa résistance à la tavelure, est devenue maintenant complètement assommée par la tavelure. Comme nos framboisiers, hein, les framboisiers autrefois, pendant la variété Mekker, elle avait été mise au point pour sa résistance au Phytophthora. Le Phytophthora, au bout de 30 ans, elle n'était plus du tout résistante, c'était même elle est devenue la plus sensible. La vie est constamment en train d'évoluer. Et donc, la génétique s'adapte aussi en permanence. Encore faut-il lui laisser la capacité de s'adapter. Donc, en France, on fige les choses, hein, parce qu'on a toujours nos cahiers des charges, nos normes, notre façon de voir les choses, toujours bien rangé, bien classé, bien droit. Et on se soumet à la nature, finalement, en n'évoluant pas. Voilà, hein. Alors que les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont rentré une quantité invraisemblable de pommiers. Ils ont identifié pas une variété ou deux ou trois comme en France, ils ont numéroté, ils ont dans leur catalogue de variétés 12 000 variétés, 12 000 nouvelles variétés de pommes, avec plein de pommes jaunes type golden, de pommes rouges par phénotype, en fait, ils les ont regroupées. Et ce qu'ils promeuvent aujourd'hui, ce sont des plantations de populations de pommes qui se ressemblent toutes à peu près, pour que commercialement, elles aient toutes à peu près la même gueule, mais qui sont d'une grande diversité. Ce qui va permettre cette adaptation permanente aux variations du milieu. Parce que si une des pommes n'est pas capable de s'adapter à la tavelure, mais que celle d'à côté, elle est capable, hein, et ben, elle va transmettre une partie de son information, on va voir comment tout à l'heure, d'un pommier à l'autre. Ça permet d'avoir une diversité qui crée beaucoup plus de résilience. Voilà. Deux stratégies complètement différentes, deux approches complètement différentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, les indices de traitement des pommes en France, c'est 17-18 traitements contre la tavelure. Les indices de traitement de la tavelure aux USA, dans toutes ces nouvelles générations de vergers, c'est 3 à 4 traitements les mauvaises années. Voilà. Ça montre juste le décalage immense que l'on a à ne pas vouloir jouer avec la nature et avancer. Chez nous, on a des normes, des cahiers de charges, tout calé, et on oublie l'agronomie, on oublie la vie, on oublie que les trucs évoluent, et finalement, on passe constamment, on se retrouve constamment dans un truc où on lutte en permanence contre, alors qu'on pourrait jouer avec, apprendre à faire du surf dans ces grandes vagues de la vie, et adapter en permanence nos forêts.
Pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Et pour qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent, il faut qu'il y ait plein de gens comme toi, Romain, qui plantent des forêts fruitières, des forêts avec cette grande diversité. Parce que c'est quand plus on aura de choses comme ça, plus on verra émerger des solutions, des réponses, des adaptations de la nature. Hein. Et ce n'est pas en restant chacun dans notre coin et en sous-traitant la recherche ou l'évolution génétique juste à quelques sociétés privées ou à quelques laboratoires particuliers. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'approprier. Mais se l'approprier parce que ça fait partie, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça que la nature vit. La vie est féconde. Si les plantes produisent tellement de graines, ce n'est pas pour qu'on les jette, ces graines, c'est pour qu'elles soient semées en abondance et que de tout ce qu'on va mettre dans les haies, tout ce qu'on va dans les endroits qui ne sont pas peut-être typiquement nos vergers, qu'on puisse voir émerger là-dedans, de temps en temps, des fruits. Et même dans tous les pommiers du Kazakhstan que tu as mis, Romain, il y en a peut-être certains qui vont te faire des fruits à chier, tu vois, parce qu'ils vont être pas bons, ils vont être dégueulasses, ils vont être petits, tout ça. Mais c'est peut-être ceux-là qui vont avoir en eux un truc qui va faire que la tavelure ne sera plus un problème chez toi. Hein, voilà. Donc ça, c'est des trucs qui sont importants. Hein, il ne faut pas s'adapter à la nature. Si tu t'adaptes, tu as déjà perdu. Tu es déjà derrière. Il faut s'inscrire dans la même dynamique de la nature pour évoluer, réévoluer avec elle en permanence. L'écouter, voir où elle va, la laisser aller où elle veut aller. Et donc ça, en semant des graines, en diversifiant, en ayant des endroits. Aujourd'hui, je trouve complètement inconséquent qu'une personne qui veuille, peut-être parmi vous, je vais être un peu dur là, mais il y a peut-être parmi vous des gens qui veulent faire des grands vergers de pommes. Bon, ok, on a besoin de grands vergers de pommes parce qu'il y a plein de gens qui habitent dans des villes qui n'ont pas de pommes, quoi. Hein. Donc, il faut qu'il y ait des grands vergers de pommes. Mais si on fait un grand verger de pommes, il faudrait qu'il y ait aussi avec un verger d'une grande diversité d'interactions, de liens, de relations qui permettent à toutes ces choses-là d'émerger et qui soient le vivier dans lequel on puisse puiser ce qu'on va faire demain, ce que la nature nous aura montré, les voies qu'elle aura ouvertes finalement et qu'on aura observées avec elle. Et comme les ours, hein, à force de prendre dans la nature que les bonnes pommes qu'ils aiment, ça fait une forêt qui est le paradis des ours. Tu vois. Alors, c'est peut-être parce qu'on est un peu ours. Hein. Alors, quand je te vois, Romain, toi aussi avec ta barbe, c'est que tu fais aussi un peu ours. Hein. Mais ça. un paradis des ours, tu vois. Et ça se crée, ça se met en place. Je pense qu'on a juste à faire ça, à avoir des lieux dans lesquels toute cette diversité, dans laquelle on interagisse en permanence en fonction de nos besoins, de ce que l'on aime, et qu'on aille prendre là dans ce qu'on aime bien pour le ressemer comme font les ressources avec les graines, et comme nous on fera en bouturant, en greffant, ou je sais trop quoi, toi, pour permettre de développer les fruits qu'on va voir émerger, mais de laisser ces fruits émerger en permanence. Hein. Pour que ça marche bien, les forêts du Kazakhstan amaltient 2 millions de pommiers. Si tu prends 10 000 producteurs de pommes actuellement en France, je ne sais pas combien il y en a, mais enfin, pour arriver ça veut dire qu'il y aurait 200 arbres par personne. 200 arbres, c'est 1 hectare. Que chaque pommiculteur puisse avoir 1 hectare dans lequel il laisse ce processus s'établir. Ben comme ça, au niveau de notre territoire, on aura nos 2 millions d'arbres. On aura un truc qui fera qu'émergera en permanence ce dont on a besoin. C'est juste de prendre conscience de ça et de faire ensemble avec la nature et entre nous, en nous reliant, hein, puisqu'on n'a plus une forêt à l'échelle de celle du Kazakhstan, mais par contre, on pourrait avoir chacun une petite forêt. Et si un agriculteur ne veut pas le faire, eh ben, qui permettent à quelques fadas de la permaculture de venir s'installer au fond d'un bois ou dans un petit coteau ou un truc que lui ne va pas bien valoriser, et que ça, c'est peut-être la chose la plus précieuse et la plus importante qu'il ait à faire pour préparer son avenir. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Et pour que les gens le fassent, il faut qu'ils aient envie de le faire aussi avec leur cœur. Voilà. Donc finalement, même un gars qui ne voudrait pas le faire, il pourrait au moins laisser le faire et favoriser toutes les personnes qui voudraient démarrer des projets de cette nature-là. Et il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Je pense que là, vous êtes à peu près, il y avait 90 personnes inscrites. Potentiellement 90 personnes à vouloir faire ça, quoi. Donc,
et puis plein d'autres, parce que dans tous les gens que je rencontre, je sens cette présence, je sens cette envie, je sens cette énergie-là, hein, de vouloir construire avec la nature le monde de demain. Si je puis me permettre, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette démarche. C'est aussi de se questionner. On questionne souvent notre place sur Terre, notre rôle vis-à-vis de la nature. Et moi, je suis parti un peu de cette question-là en repartant d'un peu des grands singes, en me posant la question, finalement, on n'est pas forcément des espèces architectes comme le castor, on n'est pas forcément des espèces pionnières qui arrivent les premières pour s'implanter dans un territoire, mais on a un peu ce rôle, un peu finalement comme les ours, de disséminer de la graine, de faire un peu de la sélection d'espèces, mais en faisant ça un peu de façon anarchique, quoi. Et du coup, avec ce côté-là qui fait que c'est protecteur on sélectionne sans vraiment sélectionner, et donc on laisse l'opportunité aux vivants de trouver les mécanismes pour se réparer et tout ça, quoi. Mais tu vois, Boris, c'est peut-être de l'anarchie dans le bon sens du terme, dans le sens où tu vas faire des choses que tu aimes, tu vois, des choses que tu aimes, et tu vas prendre les fruits que tu aimes, c'est ceux que tu vas le plus multiplier. Donc en fait, il y a quand même une relation, et une relation d'affection, d'intérêt, mais d'abord une relation d'affection avec ces fruits goûteux, juteux, toi, c'est la nature, et les ours nous le montrent, quoi. La nature évolue pour répondre aux besoins des êtres qui y vivent. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas la nature évoluer autour de nous pour répondre à nos besoins, hein? C'est ce que tu dis, Hervé, à tous les agriculteurs qui font de la pomme autour de chez toi dans le Limousin. Comment tu discutes avec eux? C'est quelquefois compliqué, ça dépend lesquels, quoi. Bien évidemment, tu sais, nos pommiculteurs, et en Corrèze en particulier, pour beaucoup, se sont endettés de façon énorme et dépendent d'un système, d'une façon d'envisager les choses qui est compliqué, hein, comme pour tous les agriculteurs de presque toute l'Europe, j'aurais envie de dire. Le fait que ces agriculteurs soient vieillissants, hein, et donc là, on arrive aussi dans une phase où beaucoup de fermes n'ont pas de repreneurs, et n'ont pas de repreneurs dans les conditions d'ailleurs de verger industriel, hein, parce que dans les jeunes qui veulent reprendre, ils sont rares ceux qui veulent faire du verger industriel derrière. Donc on va vers des formes d'organisation où d'un côté, on a des énormes vergers, toujours de plus en plus d'agrandissement, et avec quelquefois même de la main-d'œuvre étrangère qui vient travailler ici. Et donc, cette population, ces gros vergers-là, ne sont pas très en phase avec le genre de discours que je peux avoir, hein. Par contre, dans ceux qui réfléchissent soit à la transmission, hein, et de rendre un peu plus sexy leur terre ou leur verger, soit dans tous les jeunes qui veulent démarrer là-dessus, là, il y a une écoute quand même très favorable, hein, sur ces thèmes-là. Merci. Après, les grands vergers on commence aussi à comprendre. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas encore, je crois, ils n'ont pas encore été jusqu'au bout dans le raisonnement. Ils commencent juste, pour certains, à comprendre qu'il faut qu'il y ait de la vie dans le sol. Et ça, c'est le premier pas, tu vois. Et donc, accueillir ce premier pas déjà comme quelque chose d'important, hein, parce que si tu commences à ressentir à un moment qu'il faut plus de vie, hein, dans le sol, au bout d'un moment, tu vas commencer à comprendre qu'il faut aussi beaucoup plus de vie autour de toi, et qu'il y ait toute cette diversité, qu'il y ait ces vieux arbres, et qu'il y ait tous les éléments qu'on aime bien voir, nous, dans le paysage, quoi. Hein, une diversité de plantes, qu'on ne peut pas être producteur de pommes. Ça veut dire quoi, là? C'est tout du Kazakhstan, c'est que tu ne peux pas être producteur de pommes si tu n'as pas aussi des noyers, des pruniers, des azéroliers, des abricotiers, et puis des petits fruits, quoi, toi. Il y a besoin de tout ça. Alors ça pouvait bien fonctionner autrefois dans notre petite structure d'exploitation. Quand je vois en Corrèze, tu sais, il y avait des producteurs de prunes, des producteurs de pommes, des producteurs de framboises, des producteurs de fraises, et ils étaient tous côte à côte. Donc, ce qui fait qu'on avait quand même un paysage excessivement diversifié, en mosaïque. Les interactions existaient. Et c'est avec la spécialisation et l'agrandissement, finalement, que le centre des vergers de pommes s'est retrouvé de plus en plus loin du centre du verger de prunes. Et donc, les interactions étaient de plus en plus rares, et finalement, la culture de plus en plus soumise à des traitements de plus en plus récurrents, et
et puis finalement à toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui notre agriculture. Alors, certains voudraient la croire un petit peu dans le mur, mais je pense que les projets industriels qui y a autour de la pomme ont encore de beaux jours devant eux, et vont arriver à développer de façon encore plus grande des vergers. On voit aujourd'hui, donc ils investissent peut-être pas tous en France, mais il y en a beaucoup qui investissent en Roumanie, par exemple. En Roumanie, il est fréquent aujourd'hui, enfin fréquent, il y a déjà quelques vergers de quelques milliers d'hectares et plusieurs vergers de plusieurs milliers d'hectares déjà qui existent, qui produisent les pommes que nous consommons de plus en plus chez nous. Voilà. Mais dans des projets très différents de ce que je raconte. Voilà. Très différents. Mais après, il faut garder un peu de foi et puis d'espoir là-dedans. Je pense que à la longue, ils vont comprendre. J'espère. C'est même pas de comprendre. En fait, c'est juste à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte, passage à l'acte. Ça, si quelqu'un trouve la recette magique pour ça, je suis preneur. Elle existe fondamentalement. Il suffit de manger les fruits de l'agroécologie. Et si on consomme les fruits de l'agroécologie, les curseurs bougeront et les transitions se mettront en place. On va demander à Monsieur Galaxy A10 de continuer à nous montrer quelques trognes parce qu'il nous fait un joli parcours là. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien. On a un ami de la trogne là. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Ça nous intéresse. Je suis en Haute-Loire. Ah oui. Et j'aide mon beau-frère pour l'agnelage. D'accord. Et du coup, on est aussi, il est aussi légumier. Donc là, on était en train de mettre en place des oignons. Et je suis sur le retour. Et donc, comme il y a plein de bails de trogne et que c'est l'année de la trogne, j'en fais profiter un peu tout le monde. Allez, montrez-nous encore une ou deux, parce que pas de verger sans trogne possible, évidemment. Alors j'en ai une très belle qui est, elle est à une centaine de mètres. Je pourrais vous la montrer un peu plus tard. C'est mieux qu'à la télé, il n'y a pas les pubs. À la télé, il faut Et la lessive. Celle que je viens de montrer, elle est assez sympathique parce qu'elle sort de terre et souvent vous dites qu'il y a une forêt qui pousse des trognes et là c'est vraiment un bel exemple, celui-là, où on a tout plein de nouveaux arbres qui poussent. Ah oui. Super, voilà. Magnifique. Bon, ben, et là il y en aura. Je vous en mettrai d'autres parce que là il y en a plus beaucoup là sur le chemin. Bon, pour ceux qui veulent. Ok, très bien. Voilà, enfin, bon, j'ai peut-être été un peu absent parce qu'il y a quand même quelques gros producteurs qui s'intéressent. On en a accompagné quelques-uns là, avec Alain. Donc des gens qui, dans leur verger, commencent à mettre et se prennent au jeu d'ailleurs, commencent à mettre des haies avec des tas de choses, commencent à mettre plein de couverts végétaux, à diversifier, à reconstituer. Vous avez aussi vu au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, c'est pareil. Ces forêts fruitières sont souvent connectées sur une ripisylve. L'importance d'avoir de l'eau, d'avoir une mare, d'avoir un point d'eau qui va faire émerger aussi. L'eau, c'est toujours plein de vie et ça fait émerger plein d'auxiliaires, plein de petites bestioles, plein d'oiseaux, plein de chauves-souris qui vont permettre aussi de réguler plein de choses dans nos vergers. L'eau. Et donc, voilà, des personnes qui ont quelquefois des gros domaines, on appelle dans le Portugal, de 80 hectares, c'était autour duquel et dans lequel on a réfléchi à une espèce de maillage complètement fou de milliers d'arbres différents, de milliers de plantes qui vont assister, aider à faire émerger quelque chose de nouveau dans ces vergers-là. Ouais. Bon, tout ça pour dire que cette transition qui doit devenir une transformation, elle est possible, elle est à la portée de tout à chacun. Qui d'autre veut intervenir? N'hésitez pas, profitez-en. Il nous reste 40 minutes. Bonjour, Léa. Moi, j'avais une petite question. Je me demandais si le pommier était encore, même si c'est plutôt un arbre du nord, enfin, je veux dire en tout cas du nord de la France, mais est-ce qu'il est encore adapté au sud de la France? Est-ce que c'est encore possible de faire pousser voilà. Alors, très bonne question, très intéressante, Léa. Merci beaucoup. Mais alors, aujourd'hui, nos pommiers
Je vais peut-être passer sur quelques c'est peut-être voilà, l'occasion de repartager l'écran pour moi et qu'on voit les diapos suivantes parce qu'elles vont répondre précisément à cette question-là. Hervé a toujours tout prévu. On ne sait pas comment ni pourquoi. Mais attends, j'ai comme qui dirait un problème. Oh non, on a déjà une image. Si elle arrive en plein écran, ça sera mieux. Mais... c'est mon ordinateur qui fonctionne vraiment au ralenti. Alors, Ah oui. Édition. C'est quand ton anniversaire, Hervé, qu'on puisse t'offrir un ordinateur? Non, tu m'as déjà offert un, mais je suis toujours sur mon vieux. Celui-ci, je le maîtrise mieux C'était un quoi, tu vois, petit- que le Mac que tu m'as pas, fait on te cadeau. donne- Là. Ouais, ouais. On te donne un beau jouet, on te donne un beau jouet, mais tu gagnes la... Mais si tu as une vieille croûte, ça me plairait bien. Pas besoin de moderne. C'est déjà suffisamment compliqué pour moi. Ah, pour le coup, le moderne est plus simple. Ouais, je préférais comme notre ami Galaxy A10, soit que les prochains trucs, il faudrait que je fasse les visios dehors, directement dans le jardin. On verrait pour de bon, tu vois. Ce serait tellement mieux. Attends, regarde cette rogne là. Regarde là. Ça y est, il en a trouvé une belle là. Oh là là, formidable. Excellent. En Haute-Loire, on savait faire les trognes. Hein. Il va falloir les restaurer. Ah, ben, celle-là, elle a été taillée il n'y a pas longtemps, la suivante. Là. Regarde-moi ça. Si c'est pas beau, ça. Ça a l'air sympa. On va aller faire un petit diagnostic. Formidable. Je ne pensais pas que le Galaxy, c'était aussi puissant. Hein. Franchement. Bon, allez. Alors, Léa, avant de répondre à la question, donc juste. Écran, on est d'accord, Hervé. Il n'est pas plein écran là. Hein. Mais j'arrive pas. Attends, c'est là. Oh mon Dieu, tu l'as déjà fait 100 fois. Et encore. Ah bah si, ça y est, j'y suis. Ah ben voilà. Bah voilà. Pas encore, mais ça va venir. Est en pause. Attends, mon partage plein écran est en pause. Comment je fais pour arrêter la pause? Reprendre. Non. Alors, taxe. Donc, arrêter. Ouais, mais en même temps, voilà, tu as tout arrêté pour le coup. Ouais, alors là, j'étais un petit peu vite, je crois. Comme ça, on regarde les trognes, les cailloux. Bon, alors attends, je recommence. Ah, il y a des poules agroforestières là, sous les arbres. Tu sais comment il s'appelait à la télévision? Il y avait Garcimore, tu sais, il ratait toujours ses tours de magie là. Ouais. Et moi, c'est pareil. Dès qu'il s'agit je rate aussi tous mes trucs. Ici, n'ont pas dû connaître, mais enfin bon. Alors, en grand, affichage. Ah, diaporama. Ça y est, là, ça doit être bon. Ouais, parfait. Magnifique. Alors voilà. Donc, tout ça pour répondre à Aléa. Elle est belle, la salamandre là. Donc déjà, premier élément, tous nos arbres vivent en relation avec des champignons mycorhiziens. Tous nos arbres fruitiers vivent en relation avec donc, des champignons qu'on appelle endomycorhiziens, donc des champignons qui sont à l'intérieur de la racine. Et donc, c'est ce qu'on voit là en bleu verdâtre autour des vaisseaux du bois qui sont au cœur de cette petite racine là qu'on voit en coupe. On voit les poils absorbants sur le côté. Et puis, on voit de temps en temps ces petits filaments de champignons. Alors, on ne les voit pas trop, mais normalement, ils sortent de la plante et ils vont explorer le sol. Champignons endomycorhiziens. Voilà, donc d'autres formes, quelquefois, ils rentrent carrément dans les cellules, font des petits arbuscules. Et là, sur le côté, on les voit sortir de la racine et faire tout ce feutrage de mycélium à l'extérieur de la racine, qui peut représenter quelquefois sur un arbre, c'est plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune de filaments mycorhiziens qu'il y a. C'est énorme. Énorme. Et donc, on a plein d'autres arbres. Alors chez nous, ce n'est pas les fruitiers, mais ça va être le noyer, par exemple, quand même. Ça va être le châtaignier, ça va être les chênes, ça va être tous nos arbres forestiers qui ont des systèmes ectomycorhiziens. Donc le champignon, au lieu d'être à l'intérieur de la racine, alors on voit une petite radicelle de chêne, là, et il fait une pelote à l'extrémité des racines, et c'est cette pelote qui sert d'échange entre le champignon et l'arbre, pour se nourrir, pour échanger de l'eau, des nutriments et toutes les informations qui passent dans les réseaux mycorhiziens. Quand on regarde en coupe, donc on voit une coupe de racines, tout ce qui est vert, c'est le champignon qui est autour de la racine, là dans la petite coiffe qu'on a vue tout à l'heure. Et puis ça peut être un petit peu mieux, mais ça ne se rapproche pas du cylindre central, donc de la partie qui fait l'échange avec le bois, avec les vaisseaux conducteurs, comme on a vu dans les endomycorhizes. Les ectomycorhizes, donc ce sont les trames dominantes de nos écosystèmes.
Bon, là, j'en ai montré une autre, je passe, c'est Serendipita. On voit tous ces réseaux, hein, pour la quantité de champignons mycorhiziens qu'on peut avoir dans le sol. Ça peut représenter des choses importantes, monstrueuses. D'ailleurs, souvent, dans un bon verger, la biomasse de champignons dans le sol est supérieure à la biomasse d'arbres. Voilà, c'est troublant. En fait, quand on dit qu'on est arboriculteur, dans les systèmes conventionnels, on est arboriculteur. Dans les systèmes vivants, on n'est pas du tout arboriculteur, on est cultivateur de champignons. C'est la principale production, c'est la principale biomasse de nos parcelles. Voilà. Et donc, je voulais arriver à cette diapo. Cette diapo qui montre comment se répartissent sur Terre les trames principales de nos sols. Et on voit que donc, ce sont le pourcentage de trames ectomycorhiziennes. Donc, plus c'est rouge, plus c'est des champignons, des trames de ce qu'on a dans nos forêts chez nous. Hein. Et on voit que tout le nord est constitué de trames ectomycorhiziennes. Tous nos écosystèmes sont orientés pour faire du chêne, pour faire du sapin, pour faire du châtaignier, pour faire de la plante ectomycorhizienne. La dynamique de toutes les populations, de tous les arbres, de tous les champignons, de toutes les bactéries, de tous les animaux, c'est de faire advenir un arbre. Partout où elle le peut, la Terre appelle un arbre. Et chez nous, la Terre appelle un arbre ectomycorhizien. Et le modèle, c'est le chêne. Le vieil arbre, chez nous, c'est un chêne. Mais quand on regarde plus au sud, on regarde au côté des Amériques, il y a une espèce de gradient entre l'ectomycorhize et les trames endomycorhiziennes, donc les trames qui résistent à la chaleur, qui résistent à la canicule, qu'on va retrouver dans les zones désertiques, même quelquefois, ou subdésertiques, vous voyez, comme ici, là, dans tout le Texas, hein, où il y a des endroits très arides, on a des trames endomycorhiziennes, les mêmes que celles de nos arbres fruitiers. Et donc, dans ces lieux-là, toute la nature est orientée pour faire des arbres endomycorhiziens. Vous voyez, et puis, depuis que chez nous, on a inventé l'agriculture il y a 12 000 ans et qu'on a cet immense Sahara qui fait que tout ce qui existe là en Éthiopie, de diversité de trames endomycorhiziennes, n'est pas arrivé chez nous. Et nous, on est resté, vous voyez, là le rouge, hein, côté américain, le rouge, il est quand même vachement plus au nord que chez nous. Hein. Pareil, en Asie, on a du rouge, mais oui, on a aussi quand même une continuité. Hein, pour toute la Chine, il y a une continuité entre les trames himalayennes endomycorhiziennes et les trames de plus basse altitude ectomycorhiziennes. Voilà. Le fait qu'on n'ait plus cette continuité-là va faire que nos arbres ne vont plus être adaptés au nord. Hein, et que tout ce qui est en rouge, là, va à plus ou moins rapide échéance ou longue échéance, ça dépend si on veut se dire optimiste ou pessimiste, va disparaître. Et on le voit déjà, on a déjà des forêts de chênes, dans la Sarthe, des vieux chênes de 200 ans qui crèvent en ce moment, quoi, hein. Dans les massifs des Vosges, Alain aime bien citer ça, on plante des arbres partout, mais dans les Vosges, il y a tous les arbres qui sont en train de crever. Pas qu'il faut planter des arbres ils crèvent, donc ça ne va pas apporter de solution. Ça ne va pas apporter de solution parce que nos écosystèmes sont orientés pour faire de la trame rouge et pas de la trame bleue. Hein, de la trame donc ectomycorhizienne et pas de la trame endomycorhizienne. Comment orienter nos systèmes pour faire de la trame endomycorhizienne? Alors, vous voyez qu'il y a quand même des petits endroits chez nous où il y a un petit peu de jaune, hein, où il y a quand même des endroits où on a un petit peu de milieu. Qu'on étudie très près, là, par exemple, tout le secteur en France, donc au-dessus de Montpellier, la vallée de la Vis, le mont Igual, on a de grandes zones dans la Drôme,
On a donc dans le sud de l'Italie, il y a des secteurs entiers qui reposent sur des peuplements d'arbres pionniers, façon peuplier, saule, et autour d'autres plantes qui se sont mises en place. On a quelques petits secteurs comme ça de trames endomycorhiziennes sur lesquels on va s'appuyer pour remettre en place les nouvelles trames de demain. Et il se trouve que tous ces lieux qu'on a référencés comme ayant des trames endomycorhiziennes, donc celles qui vont résister à la chaleur, celles qui vont résister à la canicule, celles qui vont résister aussi à la salinisation, parce que nos sols vont, comme ça, l'eau va beaucoup s'évaporer, la partie superficielle va devenir un peu plus saline. Alors, pas forcément du sel comme dans la mer, mais d'éléments minéraux qui vont être un petit peu en surnombre, qu'on traduit aujourd'hui par une augmentation de la conductivité électrique de nos sols. Voilà. Ben, tous ces éléments-là, il se trouve que nos forêts fruitières, que tous ces endroits en France dans lesquels on rencontre ça, sont des forêts fruitières. Voilà. Et donc, chacun, tous ceux d'entre vous qui vont planter une forêt fruitière avec une trame dans laquelle on a vu tous ces arbres fruitiers, toutes ces tulipes, toutes ces choses-là un peu particulières, vont permettre de mettre en place les trames, les graines de vie à partir desquelles toutes nos trames rouges vont pouvoir se transformer et évoluer. Et plus on plantera d'arbres fruitiers, plus vite ça se fera. Hein? Et donc aujourd'hui, vous êtes tous dans une situation complètement extraordinaire, vous tous qui êtes là, qui voulez planter des arbres fruitiers, parce que c'est par votre action que nos écosystèmes vont s'adapter. Alors effectivement, aujourd'hui, on est encore encadré de vieux chênes, on est encore entouré de tous ces arbres ectomycorhiziens qui font que nos écosystèmes vont vouloir aller là-dedans. Et c'est à nous de réfléchir maintenant à mettre en place des écosystèmes où on aura toujours des vieux chênes, mais qui seront abondamment entourés de cette trame ectomycorhizienne pour qu'on ait un équilibre entre les deux. Hein, et c'est ce qu'on a dans la couleur jaune, hein, toutes ces zones d'équilibre entre les deux types de trames, et qui est le monde de demain, le monde microbiologique de demain, la trame sur laquelle toute la vie va pouvoir s'appuyer. Voilà. Et ça, le microbiote est le premier élément de constitution d'un écosystème. Et se développe ce que l'on nourrit. Et donc, en mettant des arbres fruitiers, on va mettre en place en même temps un microbiote qui aura la capacité de s'adapter à notre réchauffement climatique. Et de permettre à des pommiers qui actuellement vivent mal de pouvoir continuer à vivre. Mais voilà, ce qu'on a raconté là avec les pépins de pommes que les ours sèment, on a aussi à faire ce travail pour faire émerger les nouvelles variétés fruitières qui vont permettre aussi de s'adapter. Hein, et que finalement, les variétés de pommes du grand froid vont peut-être un petit peu changer. Et si, bon, là où je suis, en Corrèze, on a, dans certaines littératures, on nous explique qu'on va voir le climat de Barcelone. Mais il se trouve que quand on se balade à Barcelone, il y a plein d'endroits où il y a des pommiers. Donc, on va tous trouver à 300, 400 km, ou même peut-être qu'à 200 km plus au sud de chez nous, des variétés qui vont être adaptées. Et dans tous nos arbres fruitiers, on a la chance d'avoir justement tous ces collectionneurs, tous ces vergers conservatoires. On a donc en France le conservatoire de végétal d'Aquitaine qui est vraiment un chef-d'œuvre donc un patrimoine qui devrait être patrimoine mondial de toute l'Europe aujourd'hui, enfin mondial, patrimoine européen à protéger et à amplifier, parce que là on a des endroits où se retrouve la diversité de tout ce que l'on va pouvoir cultiver plus tard. Donc il y a déjà des choses de préparer en allant s'inspirer de ce qui se fait un tout petit peu plus au sud ou un tout petit peu plus bas en altitude de l'endroit où on se trouve, mais il y a aussi à continuer de préparer, de multiplier abondamment toutes les graines pour faire émerger les variétés de demain. Voilà.
Et donc, ce que fait également aussi Evelyne Le Terme au conservatoire dans ses programmes, elle sème une quantité invraisemblable de pépins, de noyaux, juste pour voir ce que ça peut faire. Et ça, en fait, ce genre de choses, c'est des choses qu'il faut qu'on s'appuie sur ces savoirs scientifiques-là pour arriver à le faire un petit peu chez nous aussi. Et qu'on arrive à avoir une forêt de pommiers, de fruitiers, de 2 millions d'arbres issus de pépins. C'est ça que ça veut dire hein, pour avoir l'adaptation. Puisque 2 millions, c'est ce qui a. On sait que ça marche à Malti, hein, donc ça va aussi marcher chez nous. Et 2 millions, 2 millions d'arbres, c'est quoi? C'est quelques centaines d'hectares répartis sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. La vie est belle. On a entre nous, on a les moyens de faire des choses fabuleuses. Voilà. Mais de les faire avec la nature, de suivre, et surtout de ne pas s'adapter à elle, hein, de ne pas être constamment des suiveurs, de ne pas être constamment à la subir, à se soumettre à cette nature. La nature est un don qui nous est offert à l'ours, comme au blaireau, comme au renard, comme à l'oiseau, et c'est à nous d'œuvrer ensemble d'être des compagnons, accompagnés. Accompagner, ça veut dire avec un compagnon, avec quelqu'un avec qui on casse sa croûte, avec qui on mange du pain, quoi. À faire ça ensemble, humain et non humain. Léa, ça répond à ta question? Oui, super, merci. Voilà. Alors, pour finir d'illustrer ce propos, donc une étude qui a été faite à Alicante. Ah ben là, j'ai vu que j'ai pris un fond noir, donc tout le titre n'est pas apparent. Donc, c'est l'université d'Alicante qui a sorti ça. Alors, j'ai oublié le nom du gars, qui a sorti ça il y a 2 ans, je crois, ou il y a 1 an. Hein. Donc, c'est ce qu'il appelle la disruption. Comment est-ce qu'on passe d'un endroit alors, à Alicante, hein, donc c'est l'Espagne, c'est pas chez nous, hein, c'est beaucoup plus au sud, c'est beaucoup plus aride, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on passe d'une forêt qui existe encore à côté d'Alicante, où on a de l'humidité, où on a de la fraîcheur, où on a des arbres, où on a des champignons, à un endroit qui devient une espèce de garrigue, voire même un désert. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on observe les évolutions d'un système à l'autre, quand on désertifie et qu'on coupe tous les arbres, ce qui se passe, c'est déjà la quantité d'azote, nitrogène, vous voyez, entre le côté là et là, il y a de moins en moins d'azote qui s'accumule dans les sols, disponible dans les sols. Pareil pour le carbone, de moins en moins de carbone dans le sol. Pour les champignons ectomycorhiziens, aujourd'hui, on en a beaucoup d'un côté, pas beaucoup de l'autre. On a pareil sur les endomycorhiziens. On en a beaucoup d'un côté, pas beaucoup de l'autre. Par contre, pour les champignons pathogènes, eh ben, quand on a beaucoup de champignons mycorhiziens, on n'a pas de pathogènes. Et quand ça diminue, on en a beaucoup. Et donc, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est là qu'émergent toutes les maladies, tous nos phytophthora, tous nos mildious, toutes ces véroles, toutes ces tavelures, tous ces problèmes que l'on vit aujourd'hui violemment, hein, et qui obligent les agriculteurs à traiter abondamment, ça vient du fait qu'il n'y a plus un équilibre forestier suffisant, que l'empreinte forestière des milieux n'est plus suffisante. On cultive des pommiers, des cerisiers, on cultive des abricotiers, des pêchers dans des sols qui sont des sols comme on a ici à droite, qui ne sont plus du tout des sols forestiers. Et ce n'est pas parce que je mets une monoculture de pêchers que j'ai une forêt. Loin de là, une forêt, ce n'est pas une monoculture d'arbres. Une forêt, au Kazakhstan, ce sont des dizaines et des dizaines d'arbres différents et de plantes, de centaines de plantes, de milliers d'insectes qui vivent tous ensemble dans ce même écosystème qu'ils partagent. Donc, faire planter des arbres, un verger, c'est faire une forêt, hein, ce qu'on veut avoir à gauche qui fonctionne bien, c'est pas du tout une monoculture. C'est dans la diversité que les fonctionnalités, que 1 plus 1, une espèce plus une espèce, ça ne fait pas 2 espèces, ça fait une espèce, plus les interactions que ces 2 espèces vont avoir ensemble. Que 1 plus 1 est tout le temps supérieur à 2. Voilà. Alors ça, c'est un truc qui est hyper compliqué à comprendre dans le rationalisme, hein, ou le scientisme actuel, mais qui est le sens commun, la réalité de ce que l'on perçoit, que 1 plus 1, ça fait quelque chose qui est supérieur à 2.
Et donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, une vingtaine de plantes ensemble, ça fait émerger de plus en plus de choses, jusqu'à faire émerger de plus en plus d'eau, puisque finalement, c'est la végétation qui fait tomber la pluie. C'est la végétation qui crée l'eau. Et donc, plus j'aurai une forêt, plus j'aurai une végétation importante, une végétation adaptée à la latitude dans laquelle je me trouve et au climat dans lequel je me trouve. Et donc, on a bien compris aujourd'hui que pour s'adapter, il fallait qu'on passe d'une trame ectomycorhizienne à une trame endomycorhizienne. Et donc, ça allait changer radicalement nos paysages. Radicalement. On aura toujours quelques hêtres, on aura toujours quelques chênes, on aura toujours tout ça, mais on aura beaucoup, beaucoup de fruitiers, qu'ils soient sauvages ou domestiques, autour de tout ça. Et que ce sont ces fruitiers-là, ces fruitiers qui se retrouvent justement dans la lisière, dans le passage d'un système à un autre. Et que si je veux partir dans quelque chose de désertique, où j'ai des plantes qui ne poussent pas, qui sont malades et tout ça, c'est en commençant à créer une lisière, et ma lisière elle est constituée de quoi? Le premier truc qui permet de passer de ça à ça, c'est la ronce. Ensuite, ce sont les fruits à noyaux, les pruniers, les pêchers, les abricotiers. Ensuite, un peu plus loin, ce sont les fruits à pépins. Ce sont les pommiers, les poiriers, les cormiers, les aubépines. Ensuite, ce sont et derrière, au bout de tout ça, alors après, il y a les cerisiers. Dans les fruits à noyaux, il y a les fruits à noyaux, c'est les fruits à noyaux d'été, en fait. Et le cerisier est un petit peu plus loin dans la forêt. Il est plus haut. Comme il fleurit au printemps, je pense qu'il a voulu protéger ses fleurs en altitude pour ne pas être dans les nappes de froid du printemps. Et donc, il a réussi à investir la forêt. Le merisier est endomycorhizien. Et donc, c'est vraiment un arbre forestier qui va aussi nous aider à refaire des liens avec les vieux chênes, les vieux hêtres, les vieux arbres de nos forêts actuelles. Mais que toutes ces forêts doivent être entourées et reliées, parcourues de ces trames de champignons particuliers que vont faire les arbres fruitiers. Et le premier élément pour passer de là à là, c'est de planter des petits fruits. Et dans ces petits fruits, herbes aromatiques, plantes médicinales, toutes ces plantes vivaces. Pourquoi des plantes vivaces et pas des plantes annuelles? C'est que les plantes vivaces maintiennent des racines et nourrissent en permanence. C'est la permanence qui est importante, une trame. Et si cette trame, je la choisis endomycorhizienne, donc adaptée à la sécheresse, à partir de cette trame-là, je vais pouvoir commencer à construire tout un autre écosystème. Donc, notre rôle, il est de planter des arbres fruitiers. Et les premiers à faire, c'est les petits fruits. Rapidement, des fruits à noyaux. Et puis, derrière tout ça, les fruits à pépins. On peut tout faire en même temps, mais si on veut mettre des fruits à pépins, si vous êtes producteur de pommes, il faut que je parcours mon verger de fruits à noyaux et de petits fruits quand même. Et que dans le sous-bois, vous l'avez aussi retenu, qui est toutes ces liliacées, toutes ces plantes qui vont permettre de démarrer la trame très, très tôt au printemps. Ça peut être des liliacées, c'est peut-être aussi, donc on étudie ça avec Conrad, tous ces couverts végétaux hyper productifs qui vont pousser en hiver. Donc le modèle, c'est un petit peu la céréale d'hiver. La céréale qui peut s'adapter quand même à la présence des arbres. Nous, dans tous ces, on a ces seigles forestiers, des plantes de ces natures-là qui sont expérimentés aujourd'hui pour essayer d'avoir le même rôle que les tulipes dans la genêt, ou les muscaries, ou des choses comme ça. Et puis alors après, bien sûr, les deux, bien sûr, je dis comme ça comme une évidence, mais c'est juste que ça me revient en tête, c'est de mettre toutes ces lianes, les houblons dans les endroits les plus frais, les plus humides, plus proches des ripisylves, et les vignes sont un petit peu ailleurs, mais on peut aussi les mettre près des ripisylves, les vignes. Toutes ces lianes qui vont faire du lien, qui vont faire de la relation, et qui ont dans leur trame mycorhizienne aussi cette fabuleuse potentialité de mettre en relation, parce qu'on va trouver dans la racine de vigne, dans la racine de houblon, on va trouver à la fois tous les champignons endomycorhiziens, qui sont ceux avec qui elles sont symbiotiques, mais on va également y trouver la présence des mycéliums des autres champignons. C'est des racines qui sont poreuses à tous les champignons des milieux qu'elles colonisent. Donc on va aussi y trouver les racines, les champignons des chênes,
du cœur de la forêt, qui vont pénétrer aussi à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est ce que permettent ces lianes-là. Elles font du lien par par les lianes, mais elles font aussi des liens par les champignons du sol. Ce sont vraiment des plantes qui mettent en relation. Voilà. Et dans toutes les situations un peu difficiles, dans lesquelles, une fois qu'on a implanté son verger et qu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent quelquefois pas trop fonctionner, que les relations entre les plantes ne sont pas aussi belles que ce que Hervé avait voulu faire croire, mais on a tout le temps cet outil-là de remettre une vigne, de remettre un plant de houblon qui, lui, va orienter les choses pour que les coopérations, les relations se mettent bien en place. Voilà, cette étude est tout à fait passionnante. Donc là, je ne vois plus le titre, mais on va le mettre dans le chat après. Voilà. Et l'autre élément important. Oui. J'avais juste une question par rapport à l'étude précédente d'Alicante. Tu nous avais parlé pendant la dernière conférence d'une étude par une personne qui était en Russie sur le rôle des végétaux par rapport à la disparition de l'aridité. Oui. Et je me demandais si tu avais retrouvé les références. Oui, je les ai. J'ai même mis une petite diapo sur lui après. Ah, mais super. Voilà. Avec aussi plusieurs éléments, dont un que j'ai trouvé particulièrement signifiant de son étude. Voilà. Donc les éléments importants, justement, qui vont nous permettre, parce qu'on dit qu'on fait une trame endomycorhizienne, mais une trame endomycorhizienne, c'est déjà d'avoir des plantes qui soient susceptibles de faire des endomycorhizes. Et ensuite, quels vont être les champignons spécifiques qui vont pouvoir venir? Parce qu'il se trouve que les champignons endomycorhiziens du nord de la France ne sont pas tout à fait les mêmes de ceux du sud de la France, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'Alicante, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'il y a encore plus au sud, en Afrique, ou en Algérie, au Maroc, ou en Éthiopie, ou plus à l'est, en Turquie, par exemple, dans tous ces endroits où il y a déjà une grande aridité. Ce n'est pas exactement les mêmes. Même si on les appelle glomus, même si on les appelle rhizophagus, il y a une immense diversité de glomus, et il y a comme pour nous, l'être humain, on est tous la même espèce, mais certains vont être mieux adaptés et arriveront à bien vivre en altitude ou plus au froid, et d'autres arriveront mieux à vivre au chaud. Voilà. Et je sais que je supporte mal les grosses chaleurs, et c'est pour ça que je vais me réfugier en Amazonie, où il fait très, 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 très chaud en été. Voilà, on a une capacité de s'adaptation, mais on va choisir nos écosystèmes en fonction de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. Et bien, en fait, les champignons, c'est pareil. Les champignons, même si c'est des glomus, ce ne seront pas tout à fait les mêmes au nord et au sud. Et qui est-ce qui permet l'adaptation en permanence des écosystèmes? Ce sont les oiseaux migrateurs. Donc là, j'ai pris par exemple les grues. Donc, on voit les grands chemins que parcourent les grues entre le nord et le sud. Et vous voyez que les grues qui passent leur hiver actuellement dans cette partie du sud-ouest de l'Espagne ou le sud du Portugal, elles arrivent par le Pays Basque. Du Pays Basque, elles arrivent en Dordogne, en Corrèze, elles traversent toute la France en diagonale pour aller vers le nord. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des grues qui passent, chaque fois qu'il y a un caca de grue qui nous tombe sur la tête, il y a un petit peu de l'écosystème plus au sud qui nous arrive. Donc là, on voit l'intensité des lieux de passage des grues, avec le grand chemin qui parcourt la France diagonale, et puis un autre chemin, qu'on voit aussi un petit peu ici, qui va être plus méditerranéen. Un autre oiseau extraordinaire, c'est la palombe, les pigeons ramiers, qui font, alors pareil, un pigeon, chaque fois qu'un pigeon va manger quelque chose, il va manger quelques petits cailloux et un petit peu de la terre de l'endroit où il est, parce que dans son jabot, pour broyer tout ce qu'il a, il a besoin d'ingérer de la matière minérale, et donc du sol. Et dans ce qu'il aura ingéré, il va transporter les champignons mycorhiziens,
Et bien pareil, par où passer Palombe? On a 3 grands couloirs de Palombe qui aussi passent par le Pays Basque, hein, et qui permettent de faire passer les choses du sud vers le nord. Chaque fois qu'on accueillera chez nous des oiseaux migrateurs, on accueillera en même temps la possibilité des inoculums qui transportent et la possibilité à nos écosystèmes de s'adapter. Alors, un jour, il y a une fille qui me dit « Ouais, mais il suffit d'aller prendre un petit peu de terre au sud et puis on la transporte chez nous et ça va le faire. » Ben oui, si on fait ça, c'est ce que fait un oiseau. Hein, voilà, transporter un peu. Dans la diversité de ce qui pourrait sortir, il faut que beaucoup de gens le fassent pour que ça fonctionne. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, il faut qu'on le fasse. Mais comme le nombre d'oiseaux a diminué, il y a 90%, enfin, il y a 90% en moins d'oiseaux qu'il y a un siècle et demi. Hein. Donc 10 fois moins d'oiseaux, hein, qu'il y a un siècle. Donc 10 fois moins de capacité à ce que nos écosystèmes se réadaptent. Hein. Et donc, tant qu'on n'aura pas reconstitué toute cette trame de vie dans lesquelles les oiseaux et les animaux sauvages pourront évoluer un petit peu plus spontanément, ben on aura du mal, enfin on risque d'avoir du mal à cette adaptation. Et justement, tout le monde nous dit que ça va aller vite. Donc des choses très petites que l'on peut faire, mais si on est beaucoup à les faire, ça pourra avoir une incidence, c'est d'aller transporter un petit peu de ces inoculums. Alors pour ma part, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre de la terre sur des vieux arbres près de chez moi, et quand je me déplace quelque part, je vais donner un petit peu de cette terre aux gens que je rencontre. Voilà. Comme on le fait en... Attends, je vais vous chercher mon pot, il est juste à côté. Voilà, pardon. Donc, c'est un pot dans lequel j'ai de la terre, des vieux arbres autour de chez moi. Hein, j'en mets juste un petit peu. Et puis, et cette terre, je la transporte. Hein, c'est le cadeau que j'apporte, comme ce qu'on transporte l'oiseau dans son appareil digestif ou sur ses pattes. Et puis, je le diffuse. Hein. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, il y a déjà plein de gens qui le font. Hein. Et voilà. Donc, ça, c'est la... Bon, j'ai un petit film, là, je vais juste vous montrer la diapo sur les parcours que prennent à peu près 1 millier d'oiseaux migrateurs sur la planète. Hein. Et donc, là, c'est juste la partie, on va dire, un peu européenne, où on voit que les oiseaux prennent des chemins particuliers. Et en fait, ce qu'on a fait, on a créé une espèce de groupe qui s'appelle Passage en France et qui va jusqu'en Éthiopie. Alors en Éthiopie, ça s'appelle Corridori, hein, c'est ce qui veut dire passage aussi, où il y a des tas de gens qui font ça, qui transportent quelques inoculums sur quelques kilomètres, et de façon à assister, à amplifier ce que font les oiseaux en attendant qu'ils soient suffisamment nombreux pour de nouveau le faire seul et avec nous. C'est aussi très, enfin moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très pédagogique là-dedans, hein, c'est-à-dire que de prendre conscience, hein, tout simplement que cette vie qui est autour de nous et pas une vie qu'un oiseau qui vient me bouffer mes cerises. Certes, il va peut-être manger quelques cerises, mais c'est peut-être lui qui transporte dans son appareil digestif ce qui va permettre à mon écosystème humain de s'adapter au futur. Voilà, et donc de prendre conscience de cette communauté d'action, de vie, de façon d'être au monde que nous avons avec le monde animal et de nous réinscrire là-dedans, en fait, tout simplement. Voilà, donc je peux que vous encourager à faire la même chose. Hein, et puis donc ça, je vais rencontrer des gens, je demande aux gens de ramener chacun aussi un petit peu de la plus belle terre de leur jardin ou de la terre d'un vieil arbre. On remélange tout ça et puis et ensuite je vais le rajouter à côté de mon vieil arbre. Je dis mon parce que c'est celui dont j'ai la garde actuellement, hein, qui est au bout du jardin, et le remettre simplement à son pied, à l'endroit où normalement les oiseaux viennent nicher et réenrichir en permanence de la diversité des inoculums, de nos inoculums humains. Vous voyez, c'est comme l'ours, il va faire ses caca un petit peu partout et fait émerger un écosystème qui lui plaît bien.
Et ben, donc je fais pareil, donc avec les vieux arbres, mais également avec les plus belles terres de tous nos jardins, de tous nos lieux de vie, hein, de tous nos écosystèmes humains, pour faire émerger quelque chose dans lequel nos écosystèmes s'adapteront enfin, que la nature fera émerger des écosystèmes qui soient ceux qui nous conviennent bien. Hein. Parce que finalement, la nature répond aux besoins de tous les êtres qui y vivent. Comme pour l'ours. Il nous reste 5 minutes, Hervé. Ça va aller? 5 minutes. Bon, ouais, alors bon, il faudra qu'on fasse quelque chose d'autre. Je ne vais pas rentrer dans le. Donc ensuite, voilà, ben ça, voilà, ici, c'est 1018 stations que nous avons étudiées dans lesquelles on a vu émerger des écosystèmes à endomycorhizes. Voilà. Et donc, je voulais juste commencer à vous les décrire, mais rapidement. Hein, donc, endomycorhize, mais il y a aussi ectomycorhizien. On a du chêne, on a du noisetier, on a du troène, du cornouiller, du lierre. On a de ces arbres du cœur de nos forêts. Mais autour de ces arbres, on a, alors là, j'ai encore des érables, du prunelier. Hein, on commence à avoir de l'endomycorhize. On a du chèvrefeuille, du charme, hêtre, érable, de la bourdaine, de la viande, de l'aubépine, les anémones, des anémones ouais, qui, chez nous, prennent aussi un peu le même rôle que les tulipes. Hein. On a la fougère aigle, l'horrible fougère aigle. On ne comprend pas trop encore quelles sont les interactions qu'elle a, mais elle revient très souvent, très très souvent, cette fougère aigle. La fougère aigle, elle était là bien avant nous, elle a sûrement quelques secrets qu'elle ne nous a pas encore livrés. Aujourd'hui, on s'agace de les voir pousser, mais il y a peut-être quelque chose de très très positif dans les fougères aigles. Et puis, il y a bien sûr la totalité des espèces fruitières qu'on a vues tout à l'heure, voilà, en plus de tout ça. Et c'est-à-dire que ce lien se fait. Hein. Alors, il est quand même plus centré sur les. J'ai rajouté dessus les azéroles et les pruneliers que je n'avais pas cités dans la présentation tout à l'heure. Mais on va dire qu'il y a à peu près tout ce qu'on a vu tout à l'heure, plus tout ça, donc des plantes de nos écosystèmes actuels. Et donc, on aura du 50% de nos écosystèmes ectomycorhizes, les charmes, les chênes et tout ça, et 50% de ça. Comme notre nature sauvage est pleine d'ectomycorhizes, eh ben, on va insister sur les endomycorhizes et donc sur tous les fruitiers dans les lieux dans lesquels on va vivre. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout mettre d'ectomycorhizes, mais on va mettre plus de fruitiers. Hein. C'est juste ça ce que ça veut dire. Et puis alors bien sûr, à côté, donc un des points communs, si vous regardez la carte, c'est presque tous ces endroits sont autour de cours d'eau ou près de cours d'eau. Et donc il faut qu'il y ait de l'eau. Donc là, c'est un cerisier avec une mare qui a été construite juste à côté. Hein, et que cette mare va aussi faire émerger un grand nombre des éléments dont on a besoin. Donc, je passe sur l'eau, je passe sur les chemins creux qui vont, enfin, pour d'autres éléments, il faudra voir les vidéos sur l'eau qui se cultive. Le lierre, voilà, cette forme-là, donc là, d'un arbre envahi d'un lierre, mais que ça, c'est une forme très, très importante dans nos écosystèmes. C'est ces formes-là de végétation, qu'on appelle des mattorales, qui vont permettre d'hydrater les éléments. Bon, il faudra qu'on revienne plus en détail sur ces notions-là. De cultiver de l'eau finalement grâce à des associations végétales. Hein. Voilà, le lierre comme la vigne, comme le houblon. Hein. Voilà, et puis que dans 200 ans, on puisse avoir de nouveaux vieux arbres dans nos écosystèmes, mais de nouveaux vieux arbres qui soient des pommiers, qui soient des arbres à endomycorhizes, hein, et qui vont récupérer toute la mémoire, toutes les connaissances, tout ce qui va permettre de construire et de bâtir les écosystèmes de demain. Voilà. De vieux pommiers en trogne, hein, dans les travaux des uns et des autres de plantation, hein, comme Romain qui a commencé à mettre des pommiers du Kazakhstan chez lui, par exemple, hein, voilà, que ces arbres-là soient les futurs vieux arbres de nos écosystèmes, à partir desquels la vie pourra se redévelopper, ressurgir, se redéployer. Alain? Trognon, trognon, trognon. Il faut toujours qu'il y ait un petit trognon par-ci et par-là, voilà. N'est-ce pas? Bon, eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et lorsqu'on trogne, merci. Et oui. On ressème le trognon. Si
si vous le voulez, pendant que vous êtes avec nous, mettez-nous dans le chat ceux qui seraient intéressés pour qu'on poursuive et éventuellement qu'on monte une journée technique ou une formation, puisqu'on est bien d'accord qu'on a commencé à effleurer, mais il est important de notre point de vue. J'espère que c'est le cas, c'est votre cas, hein, effleurer un petit peu cette approche générale et globale. Mettez-nous dans le chat si vous voulez qu'on fasse une formation spécifique dédiée dans des temps qui restent à préciser. Dites-nous oui, oui, oui ou non, non, non. Comme ça, nous verrons tout de suite en direct 1000 fois oui déjà. Bon, déjà, donc on peut déjà faire une centaine de séances, 1000 fois oui, d'accord. Bon, hein, n'hésitez pas, c'est important que l'on connaisse votre point de vue, vos envies, qu'on s'organise aussi. Hein, je ne sais plus si on est dans le confinement ou pas, je ne me souviens pas, ça fait longtemps maintenant, c'est un truc qu'on a un petit peu oublié, mais ça ne fait pas tout, mais on arrive quand même à avancer, à travailler, à coopérer. Puis de temps en temps, on se retrouve sur le terrain et vous vous retrouvez avec d'autres et des journées techniques. Et il y en aura, qui plus est, avec les beaux jours qui reviennent, même en Haute-Loire, comme vous le voyez. On en aura vu des trognes, on aura fait le chemin des trognes cher à Dominique Mention. Hein, on ne le dira jamais assez pour ceux que l'on voit souvent. C'est une forme du passé, mais c'est aussi et surtout une forme d'avenir qui accompagnera et le verger n'y échappera pas puisque ces règles dites écosystémiques, on voit bien, hein, et qu'elles sont les mêmes pour toutes les filières, pour toutes les productions. On a estimé 85%. Ça, c'est un soir, on avait bu un bon coup avec Hervé. On ne sait pas si c'est 84 ou 86, mais le bon vin sur sol vivant nous avait amené à peu près à ça. Y a-t-il une question indispensable, fondamentale? Il y a quelqu'un qui disait, et dans le Nord, on ne peut pas faire une formation. Alors, il y en a déjà une qui est programmée. Le Nord du Donc, je Gers, crois que c'est le 16 ou le 17 avril à Cambrai, ou à côté de Cambrai. Peut-être à Valenciennes ou un truc comme ça. Hein, voilà. Bon, il y a pas mal de Pour oui. voir toutes les modalités d'inscription et tout ça, ce sera sur le site d'Arbres et Paysages. Hein, j'espère il faudrait que je me dépêche je te l'apprends, hein, Alain, que je suis à Cambrai. Je ne vais pas te le dire encore. Mais, voilà, bon. Toutes tes bêtises sont possibles, Hervé. Toutes tes bêtises agroforestières sont permises, il n'y a pas de doute. Bon, 28 messages dans le chat sur 41 personnes, donc il semblerait que la température pour poursuivre soit pas mal. Voilà, bon. Eh bien, si ça vous va, on va rester là pour aujourd'hui. Merci Hervé pour cette fécondité toujours bourrée de dextérité absolue, ces voyages fabuleux de par le monde, ces migrations qui nous ramènent à notre mètre carré de sol qui doit être imprégné, renseigné, cultivé, perforé de ces ponts champs mycorhiziens, de ces vers de terre et de ce carbone fertile. Le carbone, c'est de la vie et la vie est belle. Je l'ai dit avant toi, c'est la première fois que La vie est belle. Alors, sinon, ouais, pour les trucs là, sur le russe qui fait des trucs sur l'eau et tout ça, donc il s'appelle, il faut chercher l'article sur Internet qui s'appelle, je vais peut-être juste copier le nom et je le mets dans le chat. Hein, voilà. Okay. Donc, copier. Bon, on va pas couper tout de suite, on va attendre une minute.